STV, votre télé. Cette hebdo, édition du dimanche 12 août 2018. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. Élection présidentielle du 7 octobre prochain, sous réserve du contentieux préélectoral. Ils sont 9 à avoir vu leur dossier de candidature validé par le Conseil électoral d'Elections Cameroun. Ce sera donc Paul Biya, Garga Manadi, Maurice Kanto, Kabralibi, Serge Espoir Matomba, Akeremouna Adamundam Joyan, Difor Afawi Franklin et bien sûr Joshua aussi, en attendant bien sûr la sortie du Conseil électoral sur les 12 recours déposés. On en parle dans un instant. Et puisqu'on parle de la présidentielle, on dirait également un mot sur cette guerre entre le MRC de Maurice Kamto et le SDF de Joshua aussi. La bataille est née après la publication sur les réseaux sociaux d'une bande audio sur laquelle une voix attribuée à Joshua aussi dénigre entre guillemets le candidat Maurice Kamto. Tout ceci intervient au moment où, parmi les 8 de l'opposition, certains comme Maître Akeremouna ou même encore Kabralibi continuent d'appeler à une coalition de l'opposition. On en parle. Marafa Midouyaya, Urbain Olangena Obuno, Titus Edouard, Atangana Bibara, ils ont tous en commun le fait d'avoir servi le gouvernement camerounais pendant de très longues années, jusqu'à ce que la justice décide de les poursuivre pour des actes qu'ils auraient commis une fois encore, pendant qu'ils étaient encore en fonction, une fois en prison. Deuxième point commun, leur amour pour l'écriture s'est renforcé. Des écrits dans lesquels ils présentent le pouvoir en place de la plus laide des façons. Analyse de ces œuvres, pourquoi choisissent-ils de rompre le silence? À qui profitent ces dénonciations? On en parle avec Armand Ocol. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Madame Leila, je dis bonjour à tous vos téléspectateurs, à toute l'équipe de production. Et je profite de cette journée internationale de la jeunesse africaine pour adresser une chaleureuse célébration à tous les Africains et tous les Camerounais particulièrement. Et je pense que vous ne me ferez pas un procès d'adresser une célébration particulière à tous les membres, militants et sympathisants du parti Univers qui investit le candidat que je célèbre, Kabralibi pour ne pas le nommer, et je salue ceux du mouvement 11 millions de citoyens qui continuent à exister et qui continuent à ratisser l'âge pour que au soir du 7 octobre, eh bien, que Kabralibi soit déclaré le vainqueur de l'élection présidentielle. Et puisque nous revenons de Ayos, dans le Nyon Infumu, où on a visité une demi-dizaine de villages. J'en profite pour adresser mon salut le plus fraternel et convivial à toutes les populations d'Ayos de cette localité-là et des villages environnants. Donc vous êtes journaliste, vous travaillez depuis quelque temps pour l'élection justement de Kabralibi. J'ai envie de vous demander quelle est l'actualité qui a le plus retenu votre attention cette semaine? Je pense que deux principales actualités ont retenu l'attention des Camerounais. Il y a eu naturellement la publication de ces listes des candidats à l'élection présidentielle, mais puisque on va en parler tout à l'heure, je vais réserver mes mots pour la partie réservée à cela. Mais il y a une autre actualité, j'ai envie de dire lugubre celle-là, qui a retenu l'attention des Camerounais également, je crois que vous le savez, c'est l'ignominie avec laquelle un candidat, je suis respectueux des aînés, j'aurais dit un pseudo-candidat, l'ignominie avec laquelle il a éconduit, mais là, avec une barbarie extrême, une de vos consoeurs, Kati Toulou et Langa, pour ne pas la nommer. Je parle là de Garga Manadi, un acte odieux qu'il faut condamner avec, mais la dernière énergie. Vous ne pouvez pas imaginer, peut-être ce qu'on n'a pas suffisamment dit aux Camerounais, c'est que il n'était pas à son premier forfait ce jour-là. Garga Manadji a fait un ramdam à la télévision nationale pour exiger qu'on sorte du plateau.
le vice-président de l'UDC, Cyril Sambaka pour ne pas le nommer, et qu'on mette également à côté le maire de Boya. C'est le premier de ses forfaits. Mais il ne s'arrête pas là. Il va jusqu'au bout. Il va demander en direct à une dame de surcroît. Je ne sais pas si vous imaginez si l'excuse, mais Gagaman a pensé que Cathy Tolo, c'était une militante de l'UDC. Je ne sais pas si ça pardonne. Il y a un grand penseur du monde contemporain qui a dit à quelqu'un qu'il a manqué une occasion de se taire. Sur ce coup, Gaga a manqué une belle occasion de se taire. Parce qu'il va estimer qu'il a imaginé que Cathy Tolo était une militante déguisée de l'UDC, quand bien même ce serait le cas. Vous imaginez Gaga Manadji, qui de ce quoi est père d'une journaliste. Donc c'est une journaliste, c'est la consoeur de sa fille, c'est une femme en plus. Vous ne pouvez pas imaginer un candidat qui est engagé à l'élection présidentielle et conduit de la sorte une dame. Au moment où vous avez des aînés comme Jean-Jacques Ikindi qui, eux, œuvrent au moins pour que le Cameroun connaisse des lendemains meilleurs avec le projet qu'ils mènent, notamment pour la coalition. Je regrette énormément que le top management de la CRTV, qu'il faut-il le rappeler, est un média de service public. Qui dit média de service public dit que ça appartient à tout le monde. Il est inconcevable, il est inadmissible, il est condamnable qu'un monsieur de cet âge, qu'on dit être détenteur d'une certaine probité morale, se conduise de la sorte. Je regrette également que le directeur général de la CRTV ait laconiquement signé un communiqué pour dire que l'émission se conduisait, et la pire des catastrophes, c'est le présentateur de l'émission, ci-devant président de l'UPF Cameroun, qui n'a pas trouvé mieux que merci à Mokol d'être avec nous ce dimanche. Juste en face de vous, nous recevons Maître Lavoisier Tapi, avocat mais aussi militant du Social Démocratique Front. Bonjour Maître et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Madame et merci l'invitation que vous me faites de participer à votre débat. Je dis bonjour à mes copanalistes et également bonjour à tous les téléspectateurs de STV Télévision qui est bien regardé à l'ouest du Cameroun d'où je viens. Avec vous, on parle justement de cette dernière sortie des LECAM qui fait savoir qu'il n'y aura pas de bureau de vote au palais présidentiel et dans les palais royaux. Cependant, les votes restent maintenus dans les casernes militaires. Vous saluez cette petite victoire du SDF et de l'opposition? Pas du tout. Je ne salue rien parce que, vous savez, le SDF est constant dans ses positions et l'ECAM n'est pas une structure indépendante en charge d'organiser des élections au Cameroun. Le président du conseil électoral de l'ECAM, Eno Abrahams Egbe, que je connais très bien, est un fervent militant du RDPC. Il a été 3 fois gouverneur du nord-ouest, du sud, de l'Adamawa, inspecteur général au ministère de l'administration territoriale. Il n'est pas neutre. C'est un fervent militant du RDPC. Monsieur Éric Essoussé, qui est en charge de la direction générale de l'élection Cameroun. Vous le savez, en 1990, M. Éric Essoussé était directeur de liberté publique au MINAT. C'est lui qui était chargé de la censure des journaux et principalement de la censure des journaux dits de l'opposition. On retrouvait facilement le Messager ou la Nouvelle Expression de 12 pages avec 8 pages en moins, en blanc, parce qu'on avait tout barré au MINAT, etc. Donc c'est un monsieur anti-démocratie et nous l'avons connu ainsi. Il a fallu que les journalistes au Cameroun se battent très fort, se battent énergiquement pour qu'on passe de la censure préalable que M. Éric Essoussé menait à la censure judiciaire, à savoir le dépôt judiciaire des journaux. Donc, ce n'est pas des personnes neutres, c'est des militants du RDPC. Et on ne peut pas me dire aujourd'hui que ces messieurs qui sont convaincus pour le RDPC soient des gens qui sont assez neutres pour organiser les élections. Maintenant, les casernes militaires, est-ce que c'est des lieux ouverts au public? Parce que le code électoral est assez clair. Le DGA de l'ECAM fait savoir que dans les casernes militaires, ils vivent des militaires, mais également leurs familles qui peuvent également voter. Oui, le problème n'est pas là. Les militaires, vous savez, en l'an 2000, le président Biya a signé une série de 21 décrets qui organisent l'armée au Cameroun. Ces décrets font des casernes militaires, des lieux clos de sécurité publique.
Donc vous ne pouvez pas entrer au quartier général comme si vous allez dans un bar ou dans une école. C'est impossible. Et généralement, qu'est-ce que nous avons vu? À Bafoussam, par exemple, il y a des bureaux de vote à la Légion de gendarmerie. Il y a des votes au bureau, il y a des votes au camp militaire. Lorsque vous allez dans le bureau de vote qui est à la Légion de gendarmerie, le colonel est devant l'urne et il a son arme. Les gendarmes lui montrent le bulletin avant de mettre dans l'urne. C'est ce que nous avons vu, c'est la réalité du terrain. Vous doutez bien que moi, je ne peux pas certifier. Moi, depuis 92, je surveille les élections à Bafoussam. Et les choses que nous avons vues sont terribles. Et le représentant de l'opposition n'a pas de protestation à faire. Vous faites la moindre protestation, on vous éjecte hors du camp militaire et les élections se passent sans qu'il y ait une opposition qui regarde. Mais je voulais dire que le maintien des bureaux de vote dans les casernes militaires viole la loi électorale. Parce que les casernes militaires ne sont pas des lieux publics et ne sont pas des lieux ouverts au public. On devrait délocaliser ces bureaux de vote et faire que les militaires votent dans les quartiers comme tout citoyen normal. Et je pense que là, ça garantirait à chaque candidat les mêmes chances de surveiller et de s'assurer qu'il n'y a pas de fraude. Mais là, le maintien de ces bureaux de vote, et je suis sûr que ces gars du RDPC qui sont à Elekam vont maintenir les votes dans les chefferies. Pourquoi est-ce qu'ils le font revenir ça, madame? Parce qu'il faut bien comprendre les enjeux. Monsieur Paul Biya est en difficulté en 2018. Cette élection est une élection à plusieurs inconnus. Il fait face à des candidats qu'il n'a pas combattus avant. Donc, il y a deux systèmes. On utilise Elekam pour maintenir les bureaux de vote dans les casernes militaires et les chefferies traditionnelles pour favoriser les fraudes électorales. Vous savez que les chefs traditionnels ont été mis sous salaire. Le Cameroun est le seul pays d'Afrique où les chefs traditionnels deviennent des fonctionnaires alors qu'ils n'ont passé aucun concours. Vous extrapolez, maître. Oui, ils ont 200 000, 100 000 et 50 000 par mois. L'ECAM a déjà fait savoir qu'il n'y aura pas de vote au palais présidentiel et dans les palais royaux. Je ne le crois pas du tout. Vous leur prêtez des intentions qui... Et le deuxième élément, qui pour nous favorise cette fraude électorale, c'est le refus de régler la crise anglophone. Parce qu'ils savent que s'ils règlent la crise anglophone, ils n'auront aucune voix dans les zones anglophones. Donc, on maintient la crise là-bas pour que l'opposition n'ait pas de voix dans le Cameroun anglophone. Parce qu'il y aura l'insécurité, il y aura la guerre, machin et tout ça. Et puis, ça va les favoriser. Donc, moi, je pense que je suis assez déçu par l'ECAM et par la manière dont ces élections sont en train d'être préparées. Ça n'augure pas de lendemain meilleur pour notre pays. Merci, maître, d'avoir accepté notre invitation ce dimanche juste à côté de vous. Nous recevons le docteur Bernard Bouguin. Il est politologue, mais aussi militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour, docteur, et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Merci, Leïla. C'est moi qui vous remercie. Je salue les copanélistes et vos nombreux téléspectateurs. J'ai envie de vous demander quelle est l'actualité qui a le plus retenu votre attention cette semaine. Mes copanélistes en ont suffisamment parlé. Ce que je voudrais retenir surtout, c'est l'organisation ou alors la projection d'organiser par le cardinal Toumi une conférence de tous les anglophones. Ça m'intéresse parce que dans le RDPC, nous prônons la paix. Elle est reportée d'ailleurs en novembre. Oui, qui a été reportée en novembre exactement. C'est-à-dire après les élections. Oui, parce qu'on n'a pas voulu qu'il y ait une certaine interférence dans le cadre électoral. Et je crois que c'est une excellente initiative que nous encourageons. Nous avons tout simplement demandé que cela soit reporté à la date dont vous venez de parler. Et je ne pourrais pas laisser passer, permettez-moi, allez-y, docteur, les élucubrations de Maître Tsapi. Quand il dit que la crise anglophone est maintenue par le système en place en vue de remporter les élections, je ne sais pas d'où il tire une telle conclusion. C'est plutôt le contraire. Nous avons l'impression que nos nombreux militants qui sont au nord-ouest et au sud-ouest, parce que le RDPC est majoritaire dans ces zones, ne pourront pas aller aux élections, justement parce que les ambazoniens vont les en empêcher. Et puisque Maître Tsapi pense bien que les ambazoniens sont du côté de l'opposition, que ce jour-là, il laisse aller librement au vote
pour voir de quel côté penchera la balance en ce qui concerne ces deux zones. Maintenant, il nous fait savoir que Paul Biya sera en difficulté en 2018. Sur le plan électoral, il n'a jamais été aussi bien portant. Parce que quand on l'entend parler, on comprend tout de suite qu'il crie déjà à la défaite. Il a déjà consacré la victoire de Paul Biya lorsqu'on l'entend parler de Elekam. Qui va... vous dénaturez mes propos. Qui va... Non, non, quand vous vous plaignez, vous parlez de l'ECAM, vous parlez des casernes militaires, vous parlez de la neutralité des membres de l'ECAM. C'est déjà pour admettre que vous avez perdu. Effectivement, Paul Biya va gagner haut la main pour plusieurs raisons. Parce que il a avec lui la meilleure qualité en termes de ressources, qu'il s'agisse de ressources humaines, de ressources financières, de ressources matérielles. Il n'y a pas mal du tout. Et si vous regardez au niveau des ressources humaines, vous comprenez bien que le RDPC a au moins la moitié de la population comme militant, comme sympathisant. Si vous parlez de ressources financières, eh bien, le RDPC des directeurs généraux. Non, a vu venir dans ses rangs des membres suffisamment nantis qui sont dans les affaires, également des gens qui ont la volonté de porter le parti de par leur cotisation. Maintenant, vous savez, on ne fait pas de projection au niveau des élections sans tenir compte des précédents. Regardez très bien le score en 2011. Vous vous rendez compte que Paul Biya a comme acquis déjà 80% des voix. Le taux de participation aussi en 2011, docteur. Oui, c'est là où il y aura nuance. C'est là où il y aura nuance. Mais on aura justement l'occasion de parler. Oui, je voudrais dire que l'opposition va se disputer les 20% de voix. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de candidat unique, parce vous avez déjà taillé. Même avec les vous avez déjà taillé votre résultat. Même avec un candidat comme ça que unique, le RDPC le RDPC va l'emporter. Et ils ont donc intérêt dans l'opposition à se battre pour un positionnement, pour savoir qui sera deuxième, qui sera troisième. Vous me donnez raison qu'avant d'aller aux élections, vous avez déjà fabriqué des résultats que vous allez simplement annoncer. Personne n'a fabriqué les résultats. C'est vous qui fabriquez votre défaite déjà en l'annonçant sur les plateaux de télévision. Merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Juste en face de vous, docteur, nous recevons le nouveau secrétaire national du MRC chargé des droits de l'homme et de la gouvernance, Célestin Diamène. Félicitations pour votre nouveau poste. Merci pour les compliments, Léla, et bonjour à tous vos téléspectateurs. C'est toujours un plaisir d'être sur le plateau de STV, notamment cet hebdo, que nous apprécions infiniment. J'imagine les autres Camerounais avec moi. Je voudrais, avec votre permission, saluer la libération de Mme Gbagbo. Oui. Parce que c'est vrai que le Cameroun, c'est notre patrie, mais l'Afrique, c'est notre avenir. Je pense que quand dans d'autres pays, on met des gestes d'apaisement, de réconciliation et de paix, au Cameroun, on a des guerres qui sont fomentées par un homme qui n'avait pour seul slogan que la paix. Aujourd'hui, l'argument est tombé. Donc, je salue cette libération de Gbagbo pour un monsieur Ouattara qu'on présentait comme un peu le Belzébuth, le Lucifer de l'Afrique de l'Ouest. Donc, je crois que cet élément-là devrait porter à réfléchir davantage dans les pseudo-démocraties africaines. Donc je crois qu'aujourd'hui, il est important que nous comprenions ensemble que l'Afrique doit se rebâtir avec tous ses enfants. Au-delà de nos propositions de méthodes pour une meilleure Afrique, un meilleur Cameroun et d'autres, il est important qu'on sache que tous les talents et toutes les volontés de raffermir le socle de l'unité nationale doivent être respectées. Donc ça, je tenais à saluer M. Ouattara, qui n'est pas en général ma tasse de thé, mais je salue le geste. De la même manière qu'il a amnistié 800 autres personnes. Maintenant, j'imagine que vous allez me poser des questions sur le sujet d'actualité. J'imagine. Je voulais reprendre ce qu'a dit Ami Okol concernant le comportement de Garga Manadji. Je crois qu'il faut plus vilipender le comportement de la direction générale de la CRTV. Il est incompréhensible qu'on fasse venir des gens de si loin, de Buea et de Douala, qui ont acheté pour certains le billet d'avion, qui sont arrivés, et puis que de but en blanc, on leur apprend qu'ils ne sont pas les bienvenus à l'émission. Donc ça, c'est la télévision de nos impôts qui est devenue la télévision du RDPC. Il faut bien le dire. Et même pire, du gouvernement.
Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment stigmatiser, parce que Gargamel, quel que soit le caractère qu'on lui reproche, n'a pas a priori l'ascendant sur les dirigeants de la CRTV, sauf s'il y a d'autres connexions. Mais je pense donc qu'il faut que M. Bina, M. Charles Ndongo s'explique comment une consoeur a été débarquée à la demande d'un panéliste, avec tout le respect que je dois à M. Gargamanji, que j'apprécie énormément, c'est vrai, on peut le critiquer, mais je pense qu'aujourd'hui, la CRTV a fauté parce qu'on a vu l'annonce dans tout le territoire national, il y avait 4 invités. Et M. Famenogo, représenté Paul Biya, mais il n'est pas candidat. Je crois que Gargamel l'a rappelé. Donc, il pouvait écarter Sambaka, parce que après tout, si l'information avait été bien véhiculée, n'est-ce pas, à M. Gargamel, je ne sais pas s'il est au courant ou pas. Mais normalement, quand on tient une émission, on doit jouer de la transparence, dire aux invités, voilà, il y aura tel panéliste. Parce que moi, ça peu importe le panéliste. Mais pour certains invités, il est important de leur dire qui sera sur le plateau. Bon, peut-être que M. Gargamel ne voulait pas voir Sambaka, ne voulait pas voir je ne sais pas, M. Ekema, je n'en sais trop rien, mais il revenait donc à M. Bina de dire qu'il y aura telle personne et qu'il y aura telle rubrique, n'est-ce pas? Parce que je n'ai pas vu un propos forcément anti-femme de la part de M. Gargamel. En revanche, ses gestes, il aurait pu mieux faire en termes de comportement. Mais je n'ai pas entendu un propos anti-femme, en vérité. Je crois que quand M. Gargamel menaçait le parti, il aurait dû protéger sa consoeur. Il ne l'a pas fait, n'est-ce pas? Donc, donnant ainsi, n'est-ce pas, de l'aplomb à M. Garga, qui en a, entre guillemets, profité pour être en face de M. Famenogo. Donc, c'est une honte, bien entendu, pour ce comportement de la part de M. Charles Ndongo, qui a appelé M. Baka dans le bureau, alors qu'il était déjà maquillé. Ce n'est pas acceptable, vous comprenez, ce n'est pas acceptable. Imaginez que j'arrive ici à STV, et puis sans aucune raison rationnelle, on me dit, M. Ndjamé, vous n'êtes pas les bienvenus, terminé. Moi, je ne viendrai plus jamais, ça c'est clair. Donc il faut, c'est la télévision de nos impôts. La STV, non. Donc il faut réformer les choses et que les choses aillent dans le bon sens à l'avenir. En sujet d'entrée, on reparle de la vidéo de Laura, cette vidéo montrant des hommes en tenue assassiner 2 femmes et leurs enfants. Première sortie, le ministre de la Communication avait fait savoir que les faits pourraient ne pas s'être produits au Cameroun, même s'il annonçait l'ouverture d'une enquête par la suite. Donc on avait déjà les conclusions. Ce vendredi, un communiqué d'Issatiro Mabakari annonce que la dite enquête a conduit à l'arrestation de 7 personnes, 7 personnels militaires. Ils sont donc 7 au total. Un commentaire Armand Ocol après ce rétro-pédalage du ministre de la Communication. Je me souviens justement qu'on en parlait. Et si vous allez retrouver les bandes de STV, vous vous rappelez que j'avais alors stigmatisé cette manière de communiquer du gouvernement qui, de but en blanc, avait annoncé qu'il s'agissait d'un fake news. Désormais, au Cameroun, on sait d'où partent les fake news. Les fake news, en vérité, sont une fabrication du gouvernement en vue du projet machiavélique qui projette au Cameroun, à savoir interdire Internet pendant les élections qui viennent. Mais nous prenons ici l'opinion à témoin. Nous mettons en garde le gouvernement du Cameroun, le pouvoir de Yaoundé. Nous leur disons, nous qui avons fait le tour du Cameroun, le candidat à l'élection présidentielle investi par le parti Univers, Cabral Libi, a 3 fois de suite fait le tour du Cameroun. Région, département, plusieurs arrondissements, y compris dans les villages. L'euphorie, l'adhésion massive qu'il a reçue des jeunes là-bas montre que désormais, le pays ne peut plus se gérer comme à l'époque antique. Si Yaoundé tente de vouloir couper Internet au Cameroun, sous le fallacieux prétexte de fake news, écoutez, rien ne prédit que ces élections vont se passer dans le calme le plus total. Mais vous savez l'opérateur téléphonique dont vous parlez a démenti, que nous prenons pour la paix, nous prenons pour que les choses se passent dans des conditions non violentes. Mais c'est l'occasion ici d'attirer l'attention de ceux qui, un seul instant, ont imaginé que pour protéger un monsieur, il faille couper Internet, que cela ne peut pas être admis au Cameroun. Et je voudrais rappeler aux représentants du RDPC sur votre plateau de 2 choses l'une. Soit il s'exprime comme militant du RDPC et il se détache la casquette de politologue.
de ma vie, je ne me rappelle pas avoir entendu un politologue s'exprimer avec une telle facilité, avec une telle insulte. Je me demande ce qu'il enseigne à ses étudiants pour prétendre que un politologue dit que le candidat du RDPC a déjà 80% des suffrages. J'ai envie de remettre totalement en cause. Revenons à la vidéo. Mais pour revenir à la vidéo, vous ne pouvez pas imaginer qu'une vidéo qui parcourt le monde, tout un pouvoir comme celui de Yaoundé, ne parvient pas simplement sur la base de données géographiques. Parce que c'était une image Google Maps. Une image Google Maps, on peut facilement la localiser. Cela ne prend pas 2 heures. Demandez à tous les informaticiens, ils vont vous dire que ça ne prend pas 2 heures. Et on peut localiser. Pourquoi? Parce qu'il y a, sur le plan topographique, des points qui ne changent pas. Si vous avez par exemple le fleuve du Vouri, quels que soient les cas, si vous avez une image, en plus une image vidéo, eh bien il est facile de localiser une telle image. Alors vous vous imaginez que cette image a été publiée et que le gouvernement s'est empressé de dire qu'il s'agissait d'un fake news. Et il aura fallu 1 mois, voire plus, pour qu'il vienne faire le démenti. Je trouve que c'est inconscient, je trouve que c'est maladroit, mais je trouve surtout que c'est insultant. Insultant vis-à-vis du peuple camerounais, mais surtout insultant vis-à-vis des familles des victimes. Mais écoutez, on ne se limite pas à faire simplement dans la critique. C'est pour cela que Cabral Libye et le Parti Univers proposent simplement qu'on revienne par ce par quoi on était habitué dans l'antan, les enquêtes de moralité. Oui, vous savez qu'on n'est pas. Il suffit simplement d'instaurer des enquêtes de moralité lors du recrutement des agents des différentes forces de défense ou des forces de maintien de l'ordre pour mesurer la capacité de ceux-là à assumer la fonction des armes. Merci à et la démotivation qu'on retrouve au sein des soldats de troupes fait en sorte qu'à un moment donné, c'est des personnes qu'on ne peut plus maîtriser, on va dire. Maîtriser pour de vrai. Maître Lavoisier de Sapi, tout ceci, on va le dire, arrive au moment où sur Internet, une autre vidéo a surgi, une autre vidéo où on voit l'armée camerounaise commettre ce même type d'acte, sinon encore plus grave. Oui, moi je pense que ceux qui s'échinent à justifier l'injusticiable, à savoir que dans l'armée camerounaise, on se comporte en professionnel, là je cite le ministre de la Communication, on se comporte comme des anges. Le communiqué du ministre de la Communication vient de mentir cette version-là. Et ce n'est pas seulement dans le cas de l'extrême nord que l'on retrouve ces exactions. Ils sont légion dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, 2 étudiantes de l'université de Boya ont été assassinées, 2 jeunes filles de 20 ans. Je ne sais pour quelles raisons ces jeunes filles ont été assassinées à Boya. Mais pour revenir à cette vidéo de l'exécution des enfants et de leur maman dans l'extrême nord, je dois dire que c'est l'un des crimes les plus barbares, l'un des crimes les plus ignobles que j'ai jamais vu dans ma vie. C'est des choses inacceptables. Fusiller un bébé de 2 ans sur le dos de sa mère. Je pense que si notre armée était aussi professionnelle qu'on le dirait, il y a ce qu'on appelle les prisonniers de guerre. À partir du moment où vous avez neutralisé des prisonniers, si c'est des femmes qui ont été capturées dans des camps de Boko Haram, comme on a voulu nous faire croire, à partir du moment où elles sont capturées avec leurs enfants, est-ce qu'ils sont encore dangereux pour la paix ou pour le combat contre Boko Haram? Ils ne sont plus dangereux. Ils deviennent des prisonniers. Or, ces prisonniers ont droit à un traitement humain. Ils ont droit à ce que leur vie soit préservée. Et vous savez que le gouvernement qui est prompt à tout nier, à rejeter toute critique, dans un premier temps, on a failli vouer au lynchage tous ceux qui prétendaient que ce crime s'est passé au Cameroun. Maintenant que le ministre de la Communication annonce qu'ils ont été arrêtés, moi je pense que cette vidéo a fait tellement de dégâts dans l'opinion camerounaise qu'il serait important que les soldats arrêtés soient présentés à la population, qu'on les présente, qu'on soit sûr qu'on les a arrêtés. C'est le militant qui parle ou bien c'est l'avocat?
Non, non, c'est l'avocat et le militant. Vous ne pouvez pas séparer les deux fonctions. Elles sont liées. Donc, le SDF soutient que les militaires arrêtés doivent être présentés à la population. Il faut que nous soyons sûrs. Parce que déjà dans le communiqué du ministre, c'est un communiqué à polémique. Il y a une personne qu'on annonce qu'elle est décédée depuis 2015. Donc en 2018, on ne peut pas arrêter quelqu'un qui est mort depuis 2015. Ensuite, il y a un deuxième soldat dont on dit que ce monsieur n'a jamais été soldat. Vous comprenez? Et le communiqué ne porte aucune date. Donc, ça remet en cause ce communiqué. Est-ce qu'effectivement des gens ont été arrêtés? Nous pouvons en douter. Alors, pour que les Camerounais soient sûrs, pour que l'honneur et la mémoire de ces enfants soient honorés, parce que fusiller un enfant de 2 ans, c'est un crime extrêmement barbare, il faudrait que nous voyions ces messieurs, qu'on voit qu'ils sont inculpés, qu'on nous dise leur procès c'est tel jour. Parce qu'il y a des organisations de droits de l'homme qui sont prêts, même gratuitement, à aller à ce tribunal défendre la mémoire de ces victimes-là. Donc je pense que l'annonce de leur arrestation, bon, je sais que le gouvernement camerounais ne l'a pas fait de son plein gré. L'annonce de cette arrestation fait suite d'abord aux pressions internes que nous, les partis politiques de l'opposition, nous avons exercées, et ensuite sous les pressions extérieures, notamment américaines, qui ont forcé le gouvernement à mettre la lumière sur cette affaire. Il vous souvient que quand cette vidéo est diffusée, Amnesty International donne des détails sur comment est-ce que Amnesty International est venu à conclure qu'il s'agit des soldats camerounais. Amnesty International, à travers ses recherches scientifiques, comme M. Okon l'a expliqué tout à l'heure, a pu localiser le lieu et les militaires qui étaient impliqués. Donc le gouvernement était pratiquement dos au mur et ne pouvait plus cacher la vérité aussi longtemps qu'il a voulu faire. Donc je pense que nous souhaitons qu'il y ait transparence dans ce processus, que ces personnes soient indiquées et que l'opinion soit certaine qu'ils sont jugés et sanctionnés proportionnellement au forfait qu'ils ont commis. Vous pensez que le gouvernement a cédé à la pression pour qu'on aboutisse à ce dénouement? Je pense que la communauté nationale, mais aussi internationale, à travers Amnesty International, a effectivement... et peut-être même les réseaux sociaux, suffisamment, entre autres, évidemment aussi, ont suffisamment dénoncé cet acte d'une horreur jamais égalée. Je voulais dire qu'on a vu ça que dans les images d'esclavage, où sur les côtes africaines, certains Européens arrachaient des bébés à leur maman, et pendant l'Holocauste juif. Comprenez? Je veux dire que traîner une maman sur 500 mètres avec un bébé au dos, la faire agenouiller et lui tirer dans le dos avec son enfant, je ne sais pas si les animaux sont capables même d'une telle horreur. Je ne sais pas. Mon sang a chaviré. Je ne peux pas comprendre qu'un être humain puisse poser un tel acte. Et à l'époque, et je constate d'ailleurs subitement que les soldats maliens sont devenus camerounais, et que les spécialistes en chaussures militaires nous disaient que non, c'était des soldats maliens. Aujourd'hui, j'ai envie de vous lire en une seconde, avec votre permission, Leïla, dans eux, les propos de Chiroma il y a un mois. Je le cite, ministre de la Communication. Et vous comprenez pourquoi on l'appelle griot. Ce n'est pas une insulte. Il dit ceci, parlant de la vidéo. Il s'agit à l'évidence d'une autre manœuvre de désinformation grossière dont les faits projetés n'ont aucun rapport avec l'action menée par les forces de défense et de sécurité dans le cadre des missions qui leur sont confiées. Dans cette vaine conspiration manifeste, la vidéo qui circule actuellement n'est rien d'autre qu'une malheureuse tentative de transfiguration de la réalité et d'intoxication du public dont il est aisé de démanteler la sincérité au regard des éléments factuels contenus dans cet horrible trucage avec des voix off approximativement apposées sur des séquences visuelles. Le 10 août, donc vendredi dernier, le même homme juge il est inacceptable, après un décret, après une lettre du président de la République qui lance une enquête instruisant dans l'ouverture d'une enquête effectivement sur cette... M. Chiroma juge inacceptable les exactions commises par les militaires camerounais. Le même homme. D'un côté, il va nous faire comprendre qu'il s'agissait en fait d'un montage grossier attribué à l'armée camerounaise.
Donc c'est un fake news, c'est tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, il juge qu'effectivement, après l'instruction ordonnée par le président de la République, qu'effectivement, il juge horrible, inacceptable les comportements de l'armée camerounaise. Donc ça veut donc dire que finalement, dans quel pays sommes-nous? Nous sommes dans un pays qui marche véritablement à l'envers. Ce monsieur n'a pas démissionné. Il est maintenu au gouvernement. Après une telle affirmation, une contre-affirmation par la suite, le président ne juge mieux que de le maintenir au gouvernement. Comment est-ce compréhensible? On a été la risée du monde. Aujourd'hui, M. Betty Assoumo d'ailleurs, lui-même, n'a pas démenti la version première de M. Chiroma. On a l'air de quoi aujourd'hui? Les enquêtes se poursuivent à Célestin Djamé. Non, l'enquête a été ordonnée par le président de la République. Au départ, c'était un fake news. Il ne s'agissait même pas d'un fait qui s'est passé au Cameroun. C'était même dans le Sahel malien, alors qu'on sait bien que le Sahara traverse aussi une partie du Cameroun. Vous comprenez? Donc on ne peut pas comprendre qu'un ministre qui fait de telles déclarations aussi contradictoires soit encore aujourd'hui au gouvernement. C'est absolument incompréhensible. Donc moi je pense qu'il faut revenir, et c'est pour ça que comme le professeur Maurice Kamto parlait de gouvernement exemplaire, d'institution de la République. Parce qu'en fait, il faut donner aux Camerounais le sentiment que ceux qui les gouvernent ont quand même un minimum d'éthique. Là, c'est absolument pas le cas. C'est regrettable. Docteur Bouguet, est-ce pour autant qu'on devrait jeter l'opprobre sur toute l'armée camerounaise? Non. Et je voudrais rentrer en arrière pour dire que, s'agissant d'une affaire pendante devant les tribunaux, il faut se méfier des commentaires tendancieux. J'ai cru percevoir de tels commentaires il y a quelques instants avec le valeureux avocat Metsapi. J'ai l'impression qu'il doit encore retourner un peu à ses cours de droit en matière de BABA. Mais permettez-moi de dire que ceux qui ont été arrêtés bénéficient encore de la présomption d'innocence, qu'aucune culpabilité... Le communiqué du ministre le précise par ailleurs. Oui, qu'aucune culpabilité n'a été établie. Il faut faire attention avec cette justice de l'opinion publique qui consiste à jeter en pâture des gens qui ne sont encore que des suspects. Et vous voulez me remettre en cause la vidéo et les images qu'on a vues en direct? Permettez-moi de parler droit, s'il vous plaît. Non, permettez-moi de parler droit, s'il vous plaît. Le droit, ça c'est un flagrant délit. Vous êtes dans la rumeur. On n'est pas dans la rumeur, c'est un flagrant délit. Des militaires que l'on voit en direct tirer sur des gens qui meurent. Et puis vous venez dire qu'ils sont encore présumés innocents. Il y a ceci, il y a cela. Mais n'insultez pas la mémoire des morts comme ça là. Bon, le RDPC, vraiment le RDPC exagère. Merci, maître. Non. Allez-y, docteur. Vous exagérez. Allez-y, docteur. Ne défendez pas l'indéfendable. Maître Tsapi, permettez. Vous savez, c'est facile de pomper des déclarations sans en présenter la moindre preuve. Vous ne connaissez aucun de ces individus pour parler de flagrant délit. Qui les a appréhendés en flagrant délit? J'ai l'impression, en tout cas. La vidéo est là. Je suis en train de dire que, jusqu'à présent, ceux qui ont été interpellés bénéficient de la présomption d'innocence jusqu'à ce que leur culpabilité soit établie. Et ils auront des avocats. Bon, maintenant, ce que je voulais dire, peut-être qu'il y a quelques indices, mais ces indices ne suffisent pas à jeter en pâture. Maître Tsapi demande qu'on jette en pâture ces individus devant le public, qu'on les présente. Vous vous rendez compte de ce type de justice? Est-ce qu'on ne présente pas souvent les malfrats qu'on arrête là? Les bandits de grands chemins, on les présente à la télévision. Écoutez, pourquoi ne pas présenter cela? Comme Célestin Djamé l'a dit, l'acte a été horrible, inimaginable. Quand j'ai entendu accuser les militaires camerounais, je me suis exclamé, quel scandale! Pour dire qu'il était impossible que des militaires camerounais bien formés tels que nous le connaissons puissent poser ce genre d'acte. Donc je peux comprendre que le ministre Issa Chiroma ait d'abord rejeté en bloc ces accusations parce que c'est inimaginable. C'est inimaginable qu'on tire sur une femme qui a un bébé au dos. Mais de là, à regarder la vidéo et à penser que c'est parce que quelques individus ont été remis entre les mains de la justice qu'ils sont déjà jugés comme étant coupables, je pense que
le pas a été très vite franchi et qu'il faut laisser la justice. Il faut laisser la justice faire son travail dans la sérénité. Parce que l'opinion publique perturbe la justice. Merci, docteur. Et ça, ce n'est pas permis. Parmi les gradés dont le ministre de la Communication a cité les noms, il y a effectivement l'un des militaires qui avait été cité dans les réseaux sociaux et dont on disait que c'était une fausse page Facebook, en vérité. Donc il y avait une intention du ministre de voiler la vérité, de ne même pas donner un commencement comment dirais-je, de présomption de vérité dans ce que nous disions. Donc en vérité, si le président de la République n'avait pas eu cette pression de la communauté internationale et nationale, des partis politiques en particulier, il n'aurait jamais instruit cette affaire et M. Tiroma n'aurait pas fait volte-face. Donc en vérité, il y avait des commencements de preuves qui indiquaient clairement que ce n'était pas un montage vidéo, tout simplement. Merci, et je dois dire que d'ailleurs, la là-dessus. recrudescence de ces exactions remet en cause le mode de recrutement dans notre armée. Un mot qu'on l'a dit. Le mode de recrutement dans notre armée est, vous savez, quand c'est des... On a pris beaucoup de bandits pour mettre dans notre armée. Parfois par la voie de corruption ou par la voie de copinage, etc. etc. Moi, je pense qu'il faut revoir tout ça. Et c'est pour ça que le SDF se bat pour que ce système dégage. Qu'en 2018, on n'ait plus affaire à des gens qui se comportent comme ça. En quelques secondes, à moi. Madame Lila, je ne sais pas si nous parlons de la même chose ici. Oui, pour la présomption d'innocence, parce que le juge n'a pas encore rendu son verdict. Et en attendant que le verdict ne soit rendu, effectivement, les suspects bénéficient de la présomption d'innocence. Nous sommes totalement d'accord. Mais est-ce que vous avez conscience de ce dont on parle? On parle de 2 femmes, 2 bébés, 2 enfants à peine âgés de 2 ans, qui sont lâchement assassinés à Mondovision. On parle donc là de la vie des individus. Ces personnes sont tuées, leur mémoire bafouée, parce que tout un pouvoir, tout un gouvernement fait l'insulte de 25 millions de Camerounais en parlant de fake news avec une facilité déconcertante. Et si vous avez des ONG nationales, le REDAC notamment, et beaucoup d'autres, qui disent, écoutez, faites attention. Là, il ne s'agit pas de fake news. Il s'agit de faits qui se sont passés dans notre pays. Faites attention. Le mépris prend le dessus. Il y a un monsieur, un cadre Minkom qui s'appelle Charlatan Amanda. Il y a un autre militant du RDPC ici à Douala qui s'appelle Hervé Emmanuel Kom. Monte au créneau. Le Cameroun est attaqué. Les puissances étrangères veulent déstabiliser le Cameroun. Le Cameroun est en danger. Paul Biya est visé. Et le gouvernement va dire, il s'agit de trucage. Alors que 4 vies viennent de tomber de la manière la plus lâche possible. 1 mois et demi après, comme par enchantement, les mêmes personnes qui disent qu'il s'agissait de fake news, qu'il s'agissait de trucage, viennent dire en vérité, c'était la vérité. Est-ce que vous mesurez de quoi il s'agit? 4 Camerounais, 4 compatriotes sont tombés sans qu'on ne sache quel crime ces personnes ont commis. Je dis, face à une situation comme celle-là, c'est tolérance zéro. Mais dites-moi, allô Yaoundé, existe-t-il un chef d'état-major des armées dans ce pays? Mais bon Dieu, existe-t-il des magistrats militaires? Parce que c'est des personnes qui ont été tuées aux armes à feu. C'est le tribunal militaire qui se saisit de cela. Mais dites-moi un peu. Ça veut dire qu'on peut lâchement tuer. Et on peut humilier les personnes qui sont décédées. Imaginez-vous un seul instant qu'il n'y ait pas eu le ramdam, que les partis politiques, les ONG, que la toile, on donne le sentiment au Cameroun que Facebook, les réseaux sociaux, c'est la nouvelle arme de destruction massive. Mais voilà que grâce à Facebook, aujourd'hui, on sait que ces personnes n'étaient que des pauvres victimes. À partir de ce moment, s'il vous plaît, arrêtez le déni, arrêtez le mépris.
Une vie n'a pas de prix. Une seule. Là, il y en a eu 4. Imaginez-vous donc le nombre de nos compatriotes qui sont lâchement assassinés au quotidien sans qu'il n'y ait le même rendement. Vous terminez à J'estime donc pour ma part, et je termine, j'estime donc pour ma part que ceux qui, le 7 octobre, vont prendre le bulletin du candidat du RDPC et le mettre dans l'urne, sont également complices et coupables de ce genre de choses. C'est tolérance zéro. Ce qui s'est passé se passe de tout commentaire. Deuxième sujet d'entrée, le passage de Célestin Djamène du SDF au MRC. On va donner la parole à l'ancien secrétaire national aux droits de l'homme et des peuples au SDF, poste occupé de 2012 à 2018, qui est aujourd'hui le secrétaire national du MRC, chargé des droits de l'homme et de la gouvernance. Est-ce que c'était pas un peu rapide? C'était pas rapide, ça? Je crois que vous avez de la nomination, bien, je crois que vous avez rejoint le MRC officiellement seulement vendredi. Vendredi ou jeudi? Jeudi officiellement, parce que j'étais à Yaoundé pour une conférence de presse que j'ai donnée au siège de mon parti, le MRC. Jeudi, donc ça fait 3 jours. Oui, vous comptez bien. Bravo. Effectivement, vous le savez, je suis un militant de très longue date. Mais pas au MRC. Oui, peu importe. Je veux dire que je suis un militant sur les mêmes convictions de très longue date. Je crois que le MRC et son président ont tenu compte, je le suppose, de cet élément-là. Donc je ne suis pas novice dans le militantisme et sur les convictions et les valeurs qui sont les miennes depuis très longtemps. Je crois donc que c'est une question supplémentaire, un éclairage particulier à avoir, et je reviendrai aux médias peut-être d'interroger le président qui m'a nommé à ce poste-là. Quant en ce qui me concerne, je n'ai pas à être surpris plus que cela, puisque vous savez très bien que moi, je ne suis pas militant alimentaire, je suis un militant de conviction, et sont anciennes mes convictions. Aujourd'hui, il se passe que le combat qui est prioritaire pour moi, et c'est ce qu'a toujours dit le professeur Kamto, ce sont les 5 piliers pour changer le Cameroun. Mais est-ce que cette nomination rapide ne vient pas appuyer un peu la sortie du SDF après votre démission, qui disait que vous avez justement été coopté comme secrétaire national des droits de l'homme au SDF? J'ai choisi d'adhérer à un parti qui s'appelle le MRC. Je n'ai pas été coopté. Je vous laisse ce terme-là. Je crois que c'est le thème du communiqué du SDF, en fait. Oui, ils font le communiqué qu'ils veulent, c'est leur droit. Mais moi, je vous dis que je suis parti d'un parti pour un autre, pour les raisons qui sont les miennes. Il est clair que vous pouvez peut-être partager avec si je me sentais spécialement bien dans la famille politique où j'étais, je serais resté. Je pense aujourd'hui qu'on a besoin d'une position résolue, ferme et non complaisante vis-à-vis de pouvoir en place. Je pense qu'il est important de comprendre aujourd'hui que 2018, c'est un virage très important. Nous avons affaire, comme vous le savez, à un septennat. Ce n'est pas un quinquennat. Donc si nous ratons ce virage du 7 octobre 2018, je crois que là, alors là, nous aurions qu'à nous en prendre à nous-mêmes. Et aujourd'hui, le véhicule qui me semble le plus apte, le plus indiqué, le plus étoffé à porter des stockades à ce régime, c'est effectivement, pour ce qui me concerne, le MRC. C'est la raison pour laquelle j'ai fait le pas. Je vous ai entendu sur Balafon, c'était exactement les mêmes mots. Je vous ai Absolument, également entendu sur LTM. Est-ce que c'est pas un discours préparé, Célestin Djamène? Parce que c'était exactement les mêmes mots. C'est ce que véhicules. C'est ce que je pense. Ça, c'est la forme. Vous attachez à la forme. Moi, je m'attache à ce qui est important et essentiel pour moi. C'est de dire pourquoi j'ai voulu prendre le bateau du MRC. Parce que je considère que le projet m'intéresse. Et je considère que le porteur du projet est celui qui est le plus préparé, le plus outillé, le plus apte à conquérir, pas seulement à gagner, parce qu'on peut gagner dans les urnes et ne pas conquérir le pouvoir. Je pense qu'aujourd'hui, il est clair pour tout le monde que sur le terrain, et d'ailleurs, quand nous faisons nos meetings à travers tout l'étendue du territoire, que ce soit le Grand Nord, l'Ouest et le Sud, on ne rencontre aucun autre parti d'opposition. Enfin, très peu en tout cas. Donc, ça veut donc dire que sur le terrain, très peu en tout cas, je précise, ça veut donc dire que sur le terrain, évidemment, l'énergie déployée par M. Kamto, sa carrure, son charisme, sa volonté d'en découdre sont totalement manifestes. Et vous en donnez l'envie de rejoindre le parti. Par rapport à cela, je considère qu'aujourd'hui, tous les Camerounais de bonne foi, tous les candidats lucides devraient choisir le vote et le meilleur candidat, n'est-ce pas, qui pourra permettre, pour une fois au moins aux Camerounais, de goûter
à la sève, au nectar de la de ce qu'un pénalty peut donner. J'aimerais qu'on reste sur votre personne, Célestin Djamène. Vous le dites si bien, si vous vous étiez senti bien dans votre ancien parti, vous serez resté. Est-ce qu'on doit comprendre que c'est après avoir accumulé beaucoup de frustration que vous décidez finalement de lâcher le SDF? Je crois qu'à la fois, il ne faut pas être hypocrite et dire que non, il ne s'est rien passé. En même temps, il est totalement inutile, au moment où je parle, de m'appesantir sur les frustrations, sur les dissensions, sur les divergences que j'ai connues avec mon ancienne formation politique. Ce n'est pas très utile. Aujourd'hui, nous sommes à une période charnière qui est, pour moi, la volonté de tous les Camerounais de bonne foi d'en découdre avec M. Pobia, qui incarne ce régime qui nous a abrutis pendant 35 ans. Donc moi, j'aurais dit aujourd'hui que ça ne m'apporte rien de me sentir sur mon ancien parti. Je crois que je ne peux que leur souhaiter bonne chance, mais je pense que le meilleur candidat... Je crois que le candidat du SDF devrait, en toute humilité, s'aligner derrière celui du MRC. Parce qu'en vérité, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut tous après? C'est l'alternance. C'est le choix du changement. Ce changement ne peut être porté que par un monsieur qui a l'étoffe, qui a la carrure nécessaire. Une dernière question. Pour apporter effectivement ce changement. Depuis combien de temps est-ce que vous pensez à partir du SDF? Mais écoutez, c'est pas une affaire d'une journée. On se lève un matin du pied levé pour dire que voilà, je quitte un parti. Donc c'est une longue maturation dans ma réflexion qui m'a conduit à prendre cette décision. Aujourd'hui, je n'ai pas ma conscience n'a pas d'heure supplémentaire à faire. Je considère simplement qu'aujourd'hui le choix est le bon. Le bateau dans lequel je suis est le bon bateau. Il n'a pas pris l'eau. Nous irons à bon port, c'est-à-dire à Etoudi, pour chasser celui qui est là depuis effectivement 25 ans. Mais ce n'est pas un plan de campagne. Le projet de M. Camton est là sur la réforme institutionnelle, politique, sur l'industrie, la lutte contre les APE, la sortie du CFA, sur les centres de métier pour les jeunes, n'est-ce pas, sur les filières parallèles, sur les contrats de performance, n'est-ce pas, pour les universités, sur effectivement, comment dirais-je, la mise en place sur le plan social, la lutte contre le tribalisme. Voilà toutes ces raisons qui m'ont amené à choisir le bateau du MRC. Maître Lavoisier Tsapi, au SDF, comment est-ce qu'on prend cette décision de Célestin Djamène de quitter le parti? Je vais quand même reprendre quelques thèmes du communiqué suite à la démission de Célestin Djamène. Le communiqué parlait d'une vacuité affligeante, donc c'était une démission, une démission sans importance, d'une vacuité affligeante. Le communiqué revenait également sur le fait que Célestin Djamène avait été écopté au poste de secrétaire national. Le communiqué revenait également sur le fait que Célestin Djamène ne payait pas ses cotisations. On l'a mauvaise au SDF ce départ? Non, pas du tout. C'est un non-événement pour nous. Et je voudrais dire qu'au moment où M. Célestin Djamène part du SDF, je voudrais rappeler qu'il est conseiller municipal SDF à Douala Premier. Donc vous voulez qu'il démissionne? Donc il continue de manger dans le plateau du SDF. Même s'il trouve qu'aujourd'hui, là, il doit un conseil municipal n'est pas le conseil d'un parti, maître Sapé, s'il vous plaît. Vous avez été élu en 2013 et vous avez parlé, je vous ai écouté. Je vous ai écouté, vous me laissez parler. On n'utilise pas les langages aussi ordureux. Vous me laissez parler. Respectez donc les élus, s'il vous plaît. Célestin Djamène, si vous voulez réagir, si vous voulez réagir, Célestin Djamène. On est élu sur une liste, c'est vrai. Mais quand on devient député au conseil, on est député conseiller des populations. Merci Célestin Djamène. Permettez qu'il mange pas. Voilà la conception de la démocratie. On va pour manger. Célestin Djamène, permettez qu'il s'exprime. Allez-y. Vous êtes actuellement conseiller municipal SDF à Douala Premier. Oui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il est parti seul. Il n'a amené personne. Ah, c'est vous qui le dites. Et la troisième chose, le départ de M. Djamène, je le compare au comportement de Momo Jean de Dieu que nous avons tous vilipendé sur les réseaux sociaux. C'est des motivations alimentaires. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand on adhère à un parti politique, on adhère par conviction. Ça veut dire qu'on accepte le statut, la ligne politique, le règlement intérieur de ce parti. On ne peut pas militer 15 ans dans un parti politique, accepter la conviction de ce parti politique, être un élu de ce parti politique. Et par la suite, on vous dit, c'est le diable partout. Vous comprenez? Le MRC et le SDF n'ont pas la même idéologie. J'aurais encore compris que M. Djamène démissionne du SDF, qui est un parti socio-démocrate, pour aller dans un parti d'obédience socio-démocrate. Le MRC est un parti libéral, un parti capitaliste. Et vous savez, dans le SDF, nous nous battons
pour une meilleure redistribution des fruits de la croissance à travers le fédéralisme. Redonner le pouvoir au peuple. Permettre que le développement de notre pays parte de la base. Que les écoles primaires soient construites à partir des régions. Que l'élevage, la pêche et tout ça soit développé à partir des régions et non à partir du pouvoir central, etc., etc. Et ça va permettre un boom économique. Le MRC est contre cette politique-là. Parce que le MRC n'accepte pas que le pouvoir descende à la base à travers le fédéralisme. Et j'ai dit tout à l'heure que M. N'Djamène est parti parce que c'est des problèmes d'argent. En 2013, lui, il cherche à aller à l'ADD de Garga Aman Hadji parce qu'il n'a pas l'argent pour payer la caution du municipal, 50 000. Aussi, le récupère et paye sa caution. C'est aussi qu'il paye les 50 000 pour qu'il soit élu conseiller municipal. 50 000, il n'en avait pas. Et par la suite, il a cherché à être 4e vice-président national du SDF au congrès de Bamenda. Il a préparé le dossier, il n'avait pas les moyens de payer la caution de candidature. Vous comprenez? Et il n'a pas pu se présenter à ce poste-là. Il a cherché à être président régional du SDF. Malheureusement, là encore, il n'a pas eu les moyens de financer sa campagne et de battre l'honorable Jean-Michel Nidje. Donc, le MRC lui propose qu'aux prochaines élections, on va faire de lui tête de liste aux législatives et on va financer sa caution. Parce que quand on milite sans moyens, quand on n'a pas les moyens de sa politique, c'est extrêmement difficile. Vous avez eu le même exemple avec Hélène Bilobé. Dans la politique au SDF, c'est surtout les moyens. Non, non, c'est pas que la politique au SDF, c'est le problème de moyens. Nous avons un genre de militants que, quand il voit 10 000, il est prêt à fuir. C'est des militants sans conviction. Vous comprenez? Quand on est convaincu, moi je suis dans le SDF depuis 1990, je suis avocat, pourquoi je ne suis pas parti? Le SDF a fait de M. N'Djamène conseiller municipal. Au moment où il démissionne, au congrès de 2012, nous avons créé un poste, c'était nouveau, secrétaire national aux droits de l'homme. Le chairman a eu confiance en M. N'Djamène et l'a coopté comme secrétaire national aux droits de l'homme. Mais ce que je sais, c'est que il fallait pas avoir de l'argent pour poser sa candidature. Oui, on a créé un poste, on l'a coopté. De 2012 à 2018, M. N'Djamène n'a jamais produit le moindre rapport sur la situation des droits de l'homme au Cameroun. Donc c'est un poste qu'on lui a donné au Bureau national qu'il a été incapable d'assumer. Et je pense que vraiment, quand on est un politicien, ce qu'il dit là, le président Maurice Kamto, vous ne connaissez même pas encore l'idéologie du MRC, puisque vous n'êtes pas capable de dire ce que le MRC veut. Mais si vous parlez de la monnaie, du franc CFA, sortie du franc CFA, le président Maurice Kamto ne s'est pas encore prononcé pour la sortie du franc CFA. En France, on lui a posé la question. Maurice Kamto était pour qu'on se maintienne dans le franc CFA. Donc vous parlez des choses que vous ne maîtrisez même pas. Je pense que votre démission du SDF est tout simplement motivée. Vous faites de l'opportunisme comme Momo Jean de Dieu. C'est-à-dire, vous cherchez là où il y a l'argent, vous courez, vous courez, vous courez. Et je vous rappelle... Il y a l'argent dans le MRC. On lui a proposé ça. Et je vous rappelle, parce qu'il y a eu avant vous, il y a eu avant vous, il y a eu avant vous, il y a eu avant vous, M. Tchofo, qui a été maire de Bacham, 2 mandats SDF. Qu'est-ce qu'il a à voir avec moi? Et qui est parti au MRC parce qu'il avait une dette de 300 000. On l'a arrêté, on a gardé à vue. Le MRC a payé sa dette de 300 000. Il a démissionné immédiatement pour rejoindre le MRC. Donc, pour vous dire que quand on est politicien, surtout de l'opposition, il faut être convaincu. Le SDF, lui, il n'a rien à reprocher actuellement au SDF. Vous partez étant membre du bureau national du SDF, vous partez étant conseiller élu du SDF. Pourquoi le MRC ne vous a pas fait élire en 2013? Je vais répondre à ces aujourd'hui. Je vais répondre à ces c'est de l'argent. Parce que même au jour d'aujourd'hui, vous êtes avocat. Vous ne pouvez pas justifier d'un emploi qui vous rapporte 100 000 francs le mois. Vous êtes merci, avocat. Qui vous permet de financer vos activités. Merci, de la diffamation. Merci,
pas. Oui, Cet avocat, je n'est-ce pas? fais de la diffamation. Maître Vous Tsapi. voulez une plainte? Mais je voudrais Maître dire que Lavoisier c'est Tsapi. votre Maître ventre. Lavoisier. C'est votre ventre. Maître C'est Lavoisier horrible, Tsapi. c'est horrible d'avoir des avocats Maître comme ça Lavoisier Tsapi. qui Merci. viennent pisser dans leur Merci. culotte en Merci. direct à la Merci, télévision. maître. Je Non, vais je dis répondre, que c'est Maître votre Lavoisier je vais ventre. répondre qui point par milite point à vos votre inepties. militante. Maître Vous Lavoisier, avez Maître Lavoisier ébruité sur le Tsapi. plateau tout à l'heure. Merci, merci. C'est Point les par mais point. vous aurez la parole. À mon Voilà les avocats camerounais. Le regard à mon col. Les avocaillons. Écoutez, Leila, Vous ne c'est pouvez pas apprécier. censeur sur votre Non, plateau. un pauvre Vous pouvez, avocaton vous pouvez, qui dit vous des pouvez apprécier inepties. mon militantisme Maître politique. que vous débitez Mais vous ici. êtes Maître incompétent. Tsapi. Un avocaton qui vient débiter les Vous inepties savez sur que un ce que je dis, plateau. c'est la vérité. Mais vous êtes honteux. Messieurs, Vous êtes gravissime. Messieurs, Vous aurez une plainte, monsieur. Vous êtes pire que Momo Vous Jean de Dieu. aurez une plainte. Messieurs, Vous aurez une plainte. messieurs, C'est moi qui vous le dis. Maître Roland Débiter Tsapi. de telles Mais inepties à la télévision. j'ai pitié de Mais MRC. c'est grave. Parce que vous Mais n'apporterez c'est grave. rien au Mais MRC. c'est On prend la grave. transition. On prend la transition. Merci. Un messieurs. avocaton qui vend débiter les inepties. Vous sur un n'apporterez rien au plateau. MRC. On reprend C'est la moi qui vous le transition. dis. Le temps que les messieurs je se vais calment. répondre. Vous aurez l'occasion de vous répondre. Je suis meilleur avocat que vous. Merci, merci messieurs. Maintenant que Mais le calme, avocat, quoi. maintenant que le calme est revenu, messieurs, Arnaud colle à la Non, parole. il faut- Arnaud colle à la Je vais parole. répondre. Leila, je vous remercie. Je ne suis pas censeur de votre plateau, mais je prends les téléspectateurs à témoin que Célestin Djamène a parlé tout à l'heure pendant 10 minutes, mais pendant 8 minutes. Et ils se sont donné 3 minutes pour l'échange. Donc, vous voudrez bien nous accorder aux représentants du RDPC à moi un temps raisonnable. Mais écoutez, je me félicite d'être sur ce plateau. Parce que nous, on s'est posé la question, avant de nous lancer en politique, on a fait un diagnostic. On a fait le tour du Cameroun la première fois, avant que le mouvement ne soit lancé. On a essayé de comprendre ce qui justifie la désaffection, le désamour entre les citoyens et leur politique. Et je pense que là, vous avez toutes les réponses possibles. C'est la raison pour laquelle les Camerounais, en majorité, à un moment donné, ont tourné le dos à la politique. Parce qu'ils ont le sentiment, effectivement, qu'au Cameroun, la politique se limite à l'alimentaire, à ce que les gens vont manger. Là, vous avez la preuve. Pas neuf. Vous avez là 2 camarades qui sont restés ensemble pendant 6 ans, qui regardaient l'avenir du Cameroun et de leur parti politique dans la bonne direction. Après que je l'ai dit, j'ai quand même envie de me rassurer que c'est bien Célestin Djamène. Parce que à un moment donné, j'avais l'impression que c'est un robot qu'on avait mis là et qui était en train de parler. Pourquoi est-ce que c'était un robot? Célestin Djamène, qui est mon ami. Quand je vous parle d'amis, je le dis sincèrement, c'est un ami. Lui et moi, nous avons beaucoup de faits ensemble. Je me rappelle qu'au lendemain des élections de 2011, lorsque j'animais encore des plateaux comme celui-ci, j'ai posé la question à Célestin Djamène concernant le score du MRC. Alors, laconique, il leur souhaitait la bienvenue dans cette arène en leur disant la politique n'est pas facile. Il venait en donner... Oui. Non, 2011, élection présidentielle non, 2013, double scrutin, au double scrutin. Il disait, vous avez bien noté que le SDF demeure le leader de l'opposition et se gargarisait. Mais au moins, Célestin Djamène a un mérite. Il est intelligent. Parce qu'en 3 jours, faire le vide dans sa tête sur le SDF, s'approprier déjà avec une telle dextérité le programme politique du MSC et de son leader, je dis Célestin, chapeau bas. Mais j'ai envie de vous rappeler, Célestin Djamène, que vous miroitez déjà la victoire du MRC. Mais chapeau. Moi, je la salue. Très bien. Je salue cette nouvelle façon de voir. Vous savez pourquoi je la salue? Non. Parce que Célestin Djamène a vilipendé. Il a critiqué, mais au vitriol, Cabral Libye, lors du lancement d'abord de l'opération 11 millions d'inscrits, avant 11 millions de citoyens, pour dire que c'est un perdu. Il raconte des histoires, il raconte des inepties, il est dans le faux débat. Le débat, ce n'est pas les inscrits.
Le débat, c'est le code électoral. Il me semble, sauf si vous me dites le contraire, qu'au moment où j'entrais dans ce studio, on va vers ces élections avec le même code électoral qu'elle a depuis, qui n'a pas du tout changé. Donc, Célestin Djamène vient de faire un rétropédalage comme le gouvernement du Cameroun. Il estime désormais que on peut gagner à cette élection avec le même code électoral. Fini les insultes. J'attends donc que le même Célestin Djamène présente également les excuses ici à Mondovision à tous ces jeunes qui, matin, midi, soir, sous les intempéries, portaient les chaises sur la tête, parcouraient des dizaines de milliers de kilomètres pour aller demander à leurs concitoyens de s'inscrire. Il les a traités de moutons de Panurge. J'attends les mêmes excuses pour qu'ils reconnaissent que le débat sur le code électoral, que nous estimons comme un débat qui a sa raison d'être, mais qui n'est certainement pas un débat opportun. Parce que nous sommes là dans ce qu'on appelle le rapport de force. Quand vous allez discuter avec plus fort que vous, plus fort en termes de excroissance de l'administration, parce que, il faut le dire, le parti État dirige ELECAM, le Conseil constitutionnel, ainsi de suite, ainsi de suite. À partir de là, nous estimons que aller débattre sur le code électoral ne va forcément pas produire les résultats. Par contre, sensibiliser les gens afin qu'ils aillent s'inscrire, le moment venu qu'ils aillent voter, qu'ils contrôlent le vote, nous avons estimé que c'était plus opportun. Moi, je n'ai que 2 minutes, vous voulez me laisser la parole. Mais après que j'ai dit ceci, non, faisons très attention. La politique, c'est l'art de gérer la cité. La politique, ce n'est pas travailler pour son ventre. À Célestin Djamène, j'ai envie de dire, mais chapeau bas. Bon vent au sein du MRC. Mais la politique, ce n'est pas les insultes. La politique, ce n'est pas le mépris. La politique, ce n'est pas la critique acerbe au vitriol comme vous l'avez faite. Si vous n'aviez pas été mon ami, je ne suis pas sûr que j'aurais été sur ce plateau. Parce que vous avez été ignoble, Célestin Djamène. Peut-être que vous l'avez oublié. Vous avez été ignoble vis-à-vis de tous ceux qui se sont joints pour estimer que dans ce pays, on peut redonner l'amour aux Camerounais, on peut aller à cette élection, même avec ce code électoral, et que si on se met ensemble, on peut gagner. Et c'est ce que le leader candidat investi par le parti Univers n'a eu de cesse de le dire. Tout à l'heure, quand on parlera, ce sera... Merci à Moko. Le dernier mot, c'est Célestin, de vous à moi. N'insultez pas les Camerounais à ce point-là. Et moi, je sais que vous n'êtes pas tribaliste. Je le sais pertinemment, parce que je l'ai dit, vous êtes mon ami. Mais écoutez, votre départ du SDF pour le MRC risque, je dis bien, risque de donner le sentiment aux gens qui pensent que, eh bien, votre nouvelle chapelle politique est une chapelle acquise à certains. Merci Pas moi, encore. mais les autres. Allez-y, docteur, vous avez la parole. Leïla, vous vous rendez compte à quel point nos opposants sont bas. Je viens d'assister en quelques minutes à une passesse extrême dans les termes, dans les injures, dans les invectives. C'est inimaginable. Je voudrais demander à M. Sapi et à M. Okon, faites attention, comme vous l'avez dit, la politique, ce n'est pas un jeu d'enfants. Allez faire vos classes. Qu'est-ce que vous nous débitez sur un plateau de télévision? Faites attention. Si vous êtes sur un plateau, respectez ceux avec qui vous êtes. Si c'est des ragots de la rue, faites-le dans la rue. On n'en a pas besoin. Ce que le peuple camerounais veut actuellement, ce n'est pas demander à quelqu'un quel est votre salaire, vous travaillez ou vous êtes un mendiant, vous êtes là pour l'alimenter. Ce n'est pas ça qui est intéressant. Je ne suis pas là pour ce genre de débat. Cela dit, je voudrais vous rappeler, si vous ne le savez pas, que M. N'Djamène, sur le plan rationnel, est allé au MRC parce que l'offre du MRC rejoint les exigences qui Pourquoi sont... vous ne... Vous êtes sympathisant. Je voudrais faire la transition. Vous êtes sympathisant du MRC, Vous allez vous comprendre également. ma transition. Laissez-moi me Mais Vous allez docteur, c'est à lui comprendre de ma le dire. transition. Non, vous allez comprendre ma transition. Je parle
là maintenant, j'ai fait une petite virgule. Célestin dit qu'il n'a pas besoin Je vous dis d'avocat. que sur le plan Non, rationnel, un politologue ne s'exprime pas comme ça. Écoutez, Non, c'est pas je dis possible. que quand Non, vous quelqu'un n'êtes pas quitte un politologue. parti Là, pour vous un êtes autre. militant. Oui, écoutez. Un politologue ne parle pas de débiter. Oui, Il ne parle pas. Permettez mes minutes, s'il vous plaît. Permettez mes minutes. Allez-y, docteur. Ce que je voudrais dire, c'est que sur le plan rationnel, l'homme étant un être rationnel, le choix est rationnel. Mais ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que l'offre du MRC a beau être une offre alléchante, il n'en demeure pas moins vrai que l'offre du RDPC est 1000 fois meilleure. Et que Célestin aurait dû rejoindre plutôt le RDPC. Comme Maître Momo, ne m'arrachez pas la parole, vous l'avez laissé la parole longtemps. Comme Maître Momo, comme Bandakani, que ce serait qu'ils auraient cessé de brailler. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être très ridicule? Je voudrais lorsque dire, vous, permettez-moi qui êtes un père vous n'avez pas de le monopole, dans un pays comme le Cameroun, où on doit faire 7 heures pour partir de Yaoundé à Douala sur une distance de 235 km. Vous estimez que celui qui est le candidat de cette formation politique a la meilleure offre? Est-ce que vous n'avez pas honte? Est-ce que ce soir, lorsque vous allez rentrer, vous allez pouvoir discuter avec vous? Est-ce que vous avez le sentiment d'être celui? Allez-y, vous terminez, docteur. Allez-y. Bon, je ne voudrais pas parler de son candidat parce que c'est un poids plume par rapport à certains poids lourds. On aura l'occasion de juger les poids, des uns et des autres durant la campagne. Voilà. Et je voudrais dire, puisque vous permettez qu'on parle le poids plume Cabral Libye, sur tous les plans, vous dépasse à plat couture, y compris dans la science. Parce que lui, il ne s'exprime pas avec une telle ignominie, un tel mépris. Sur le plan de la science, je ne parle pas du bagage sur le plan intellectuel, sur le plan politique et comme consultant. Vous ne pouvez même pas, c'est-à-dire à plat couture, il vous tape en tout point de vue. Merci Il n'y a même pas un seul pour lequel vous pouvez aller avec. Allez-y, docteur, allez-y. Bon, je voulais m'exprimer en disant que l'anthropophagie politique du SDF est avérée. Vous connaissez le nombre. L'anthropophagie, c'est quoi? Vous connaissez le nombre. Nous mangeons déjà les êtres humains. Vous connaissez l'expression, vous comprenez le sens de l'expression que vous utilisez. Et il s'est dit politologue. L'anthropophagie. Il s'est dit politologue. Vous mangez vos militants. Non, je ne vous permets pas ça. Je ne vous permets pas ça. S'il vous plaît. C'est quoi le terme de votre mémoire de doctorat? Maître Tsapi. Je ne vous permets pas ça. Vous perdez retirez votre vos meilleurs communicants. Je parle bien d'anthropophagie. Mais vous êtes ridicule. C'est quoi? Vous êtes dans un parti politique. Vous êtes dans un parti politique qui vend la corruption, qui vend les détournements de fonds publics aux gens, qui vend le mensonge. Avant-hier, c'était Kawala et la liste est longue de leurs meilleurs militants qu'ils mangent. Ils sont meilleurs en quoi? Et ils sont devenus quoi après qu'ils soient partis du SDF? Ils sont devenus quoi? Merci. Après qu'ils soient partis du SDF. Cela dit, ce que je voulais préciser... En quelques secondes, oui. Oui. Je voudrais dire que tel que vous voyez cette opposition, vous voyez que les meilleurs sont encore dans le RDPC, ils sont allés au RDPC. Écoutez le niveau d'analyse, écoutez les invectives de M. Okol, de M. Tsapi. Au lieu de présenter leurs arguments, leurs offres, ils se mettent à insulter les gens sur le plateau. Et vous ne me connaissez pas, M. Okol, quand vous parlez d'intellectuel, vous ne me connaissez pas. Tout comme je ne vous connais pas, ne parlez pas de moi. Merci, messieurs. Mais ce que je voulais vous préciser, c'est que Cabral Libye entre dans la politique hier. Il n'a aucune base, il n'a aucune assise. On a bien né, la valeur n'attend pas le nombre des années. Merci, docteur, merci à Mokol. C'est pour ça que je parle d'un poids plume. Parce qu'il ne pèse, il pèse. Merci, docteur. Merci, docteur. Célestin Diamène réagit à tout ce qui a été dit et puis on sort de ce sujet. Non, pas qu'on sort de ce sujet. Moi, je me dois de répondre à ce qu'il va dire. Parce que j'ai dit des vérités. S'il dit des contre-vérités, s'il dit des contre-vérités, Maître Tsapi. Un avocat qui menace le modérateur, c'est Maître Tsapi. Alors, je voudrais simplement dire qu'il faut que M. Tsapi comprenne que ici, il faut qu'on y aille rapidement si on veut parler des élections. C'est une maison disciplinée. Il y a un modérateur, il n'y en a pas deux. Et vos menaces, il faut les garder pour vous, Maître Tsapi. Je n'ai menacé personne. Alors, je remercie d'abord au passage les compliments dans sa chute de mon ami Okol. Je vais revenir.
Je voudrais intervenir sur 3 points. Le premier point, c'est les élucubrations d'un avocaton. Je croyais que c'était un avocat. Tu es sans emploi. Tu ne peux pas apprécier un avocat de mon métier. Messieurs, si ça tourne à l'injure... Et puis, tu me trouves avocaton, monsieur, sans emploi. Messieurs, si ça tourne à l'injure... Un sans emploi, oui, mais Maître Tsapi... qu'il retire le mot qu'il vient de dire, monsieur. Je suis un avocat respecté. Vous le savez. J'ai la parole. Je suis respecté, monsieur, en tant qu'avocat. Maître Tsapi et Célestin Djamène, j'ai encore la parole. La séance, Maître Tsapi. Si ça tourne à l'injure, on sera obligé de sortir. Il ne commence pas. Maître Tsapi. Je ne vous permettrai pas ça. Maître Tsapi, si ça tourne à l'injure, Maître Tsapi et Célestin Djamène, si ça tourne à l'injure, on sera obligé de sortir de ce sujet. Vous parlez, vous avez été camarade de parti. Présentez vos idées. Vous avez été camarade de parti, j'ai encore la parole. Et je vais indiquer en quoi vos idées sont fausses. Maître Tsapi, j'ai encore la parole. Si vous avez des idées. J'ai encore la parole, parce messieurs. Que je sais que vous n'en avez pas. Vous avez été camarade de parti. Sur ce plateau, vous avez été. Vous priez d'être. Amokol. Oui, mais. Vous avez été. Qu'un monsieur comme ça m'appelle avocaton, tu es quoi? Vous m'appelez avocaton. Tu n'es rien du tout. On sera obligé de sortir de ce sujet. Vous avez été camarade de parti pendant bien longtemps et nous autres, vous vendez votre conscience. Et nous autres, le spectacle que vous nous offrez est assez désagréable. Donc sans injure, messieurs, on reste dans la politesse et on se respecte. Allez-y, Célestin Djamène. Alors, je dis que j'aurais mieux aimé ne pas venir que d'écouter ce genre d'élucubration ordurière de la part d'un homme qui est censé avoir suivi les cours de raisonnement judiciaire. Il y a un minimum de méthode dans la réflexion. Quand on porte de telles accusations, de telles calomnies, de telles diffamations, il faut être en mesure d'apporter un début de commencement de preuve. Quand Maître Tsapi, l'avocaton, me considère comme quelqu'un sans conviction, c'est un jugement de valeur. Vous n'êtes pas mon directeur de conscience. J'ai une conscience. Dit-il les conclusions? Jamais. Les conclusions de votre comportement. Il faut être logique. Vous êtes avocat. Vous êtes comme Momo Jean de Dieu. Vous êtes comme Momo Jean de Dieu, pas plus. Regardez son comportement. Messieurs. Regardez son comportement. Et j'ai la faiblesse de penser que... Vous vous comportez comme Momo Jean de Dieu. Messieurs, on va prendre la transition, messieurs. Si vous continuez comme ça tous les deux, on va prendre la transition et on va parler... Si prend la parole pour m'insulter, vous parlez de ma caution. J'ai été exclu. Vous voulez nier que aussi n'a pas payé votre caution municipale? Si vous voulez vous exprimer. Voilà. Messieurs, si on en vient... Je veux répondre. Oui. Qui ne prend pas atteinte à mon honneur de parler. Et à ma moralité. Il m'empêche de parler. Messieurs, si on en vient encore aux injures, la prochaine transition, ce sera pour parler d'autre chose. Allez-y, Célestin Djamène. Voilà. Je dis donc qu'il a sorti une série d'inepties que je vais dérouler point par point. Il parle de conviction. Monsieur, je ne suis pas un opposant alimentaire. Il y en a beaucoup dans beaucoup de partis d'opposition. Je peux citer. Mais pas descendre, je ne le ferai pas. Donc, j'ai adhéré au SDF par conviction. J'ai quitté une situation très confortable où j'étais pour descendre au sens propre comme au sens figuré. Pour militer pendant 20 ans dans ce parti. J'ai saigné, comme beaucoup d'autres, je n'en ai pas l'exclusivité, j'ai saigné. Donc, ce n'est pas l'argent qui a été mon moteur, à aucun moment. Premier point. Second point, vous me parlez d'idéologie MRC-SDF. Mais monsieur, attendez. En Afrique, ce qui compte pour les électeurs, pour les habitants, pour les citoyens, c'est d'abord la satisfaction de leurs besoins primaires. En tout cas, au Cameroun, arrêtez de leur parler d'idéologie. Ils ne savent pas ce qu'on appelle libéral, progressiste, socialiste ou communiste. Ils veulent d'abord accéder à leurs besoins primaires. Ça veut dire quoi? L'accès à l'eau potable, les soins dans les hôpitaux. Moi, j'ai vu à la Quintini des femmes mourir pour pas être capables de payer une ordonnance de 40 000 francs. Ça, je l'ai vu. Les hommes qui criaient d'appendicite, on leur demandait 300 000 francs. C'est ça les besoins. Et le candidat doit apporter des solutions concrètes dans les projets qu'il soumet aux citoyens. Ce n'est pas la gauche, ce n'est pas socialiste, communiste, libéral, ça n'a aucun sens. Et ça démontre le peu de formation politique de l'avocaton que j'ai en face de moi. Troisième élément, il me dit que Camto ne s'est pas prononcé sur le fédéralisme. Mais justement, dans ses projets de société, dans les réformes politiques et institutionnelles, il parle de la réforme de l'État, parmi lesquelles le référendum qui sera soumis au peuple camerounais sur la question du fédéralisme. Il a bien dit. Mais ce monsieur est sourd.
Il n'entend pas, il ne veut pas entendre. Donc, il a bien parlé de la question du fédéralisme. Je progresse. Il parle de ma caution de 50 000 francs pour le conseil municipal. Mais il vaut mieux entendre ce que d'être sourd. Écoutez, monsieur aussi m'appelle dans son bureau. Je crois que c'était à la veille du dépôt de candidature. Il me dit, donne-moi ton dossier. Il est complet? Je dis oui, il est complet. Je reçois avec mes camarades, je ne vais pas les citer. Et aussi envoie le trésorier, enfin le représentant du trésorier de Douala Premier pour aller déposer un ensemble de dossiers. Voilà ce que monsieur aussi a fait. Effectivement, il a payé la caution de beaucoup de personnes. Parce que la même année, il était candidat, n'est-ce pas, à la députation. Donc il cherchait certainement à vouloir mettre tout le monde en joie quelque part. J'avais mon argent. Mais aussi a préféré, effectivement, envoyer une série de dossiers qu'il a payés pour les déposer au Trésor. C'est pas entretien avec, hein? Non. Je précise. Donc, il est en train d'insinuer que N'Djamena n'avait pas 50 000 francs en 2013. Ce qui est une incongruité incroyable. Incroyable. Aussi à payer pour plusieurs de sa propre volonté, sans demander l'avis de personne. Ça, c'est un fait incontestable. OK. Maintenant, la caution de candidature. Savez-vous qu'au SDF, quand on veut être candidat à une primaire, à une élection, on doit verser un montant, on doit verser une caution pour être candidat. Sinon, vous ne participez même pas aux primaires. C'est impossible. Je prends l'exemple des élections régionales du SDF dans le littoral en 2016. Nietzsche nous écoute, il nous regarde. Il a présidé ces élections-là, devant le candidat Joshua, effectivement. Il a vérifié que tous ceux qui postulaient, qui participaient aux élections primaires, que j'ai gagné, ont payé leur caution. Je les ai payés. Sinon, comment aurais-je participer sans payer ma caution? Je pense que nous, on peut aller à la salle. Mensonge. Donc, autre mensonge. Il est avocat, maintenant avocaton. Il s'est dit que c'était de la diffamation. Je continue. Pour les régionales. Non, je termine. Il y en a plein. Sur 2 points. Sur les régionales 2016. Oui. Il y avait Estivi qui était là, Loubaba, Equinox, LTM. On a bien vu que personne n'a voté. Il n'y avait pas d'urne. J'étais face à Nietzsche avec Eleni, l'ancien maire de Bonabéry, aujourd'hui secrétaire à l'organisation du SDF. On était 3 face à Nietzsche. Il n'y a pas eu de vote là. Personne n'a voté. Le superviseur, le secrétaire général actuel du SDF. Personne n'a voté. Je termine en disant qu'il monte à l'étage, il en redescend 1 heure après. Je proclame Nietzsche élu. On a élu à quelle heure? Personne n'a compris. Quand? Oui, et voilà ce qu'il est en train de raconter à mon audition. Que N'Djamena a perdu l'élection. C'est un non-sens. On a fait un rapport. Je vais pas aller très loin. Je m'abstiens beaucoup. Merci, c'est je termine. J'ai la parole. Si vous voulez, pour terminer. On m'a donné la parole. On m'a donné la parole. Pour terminer. Pour terminer. Monsieur N'Djamena, on m'a donné la parole. Monsieur. Alors, en 2012, cher monsieur, j'ai été effectivement nommé par le président Nidjon Frondi pour un poste créé, poste nouveau, secrétaire aux droits de l'homme et des peuples. Je n'avais pas démissionné à aucun moment. Oui. À aucun moment. Je ne l'ai pas dit. J'étais déjà membre. J'assistais aux séances du NEC. Il n'en a pas parlé. Non. Il dit que congrès de 2012, je l'ai noté. Je n'avais pas démissionné. On vous a nommé, j'ai dit maintenant, je reviens sur le torchon que vous avez évoqué concernant le shadow cabinet du SDF, M. Wafo. Il dit que je n'ai pas payé mes cotisations. Mais c'est du n'importe quoi. Comment j'ai pu être conseiller municipal, participer aux élections, sans payer mes cotisations? Merci, Célestin. Il dit que j'ai été exclu. Mais à quel moment j'ai été exclu? Merci, Célestin N'Djamena. Qu'il fournisse un document? Merci, Célestin N'Djamena. Il dit que j'aurais pu démissionner en écrivant, mais aucun statut du SDF ne prévoit la démission écrite. Merci, Célestin N'Djamena. En 2 mots, on sort de sujet. Oui, en 2 mots. Les développements que M. N'Djamena a pris, la pauvreté des Camerounais, l'hôpital et tout ça là. Quand un politicien veut implémenter une politique sur le terrain, on la pense d'abord. Ce n'est pas ex nihilo. Et quand on la pense, c'est ça qu'on appelle idéologie. Donc, vous avez une vision de la gestion de la chose publique. C'est de résoudre le problème des Camerounais, monsieur.
Et confondez lorsque... On avait dit deux mots. On avait Oui, dit C'est deux les mots. seuls. mais- Vous pouvez demander à la Et quand vous présentatrice parlez- de On avait nous dit deux expulser de ce plateau. On Ça avait va dit faire deux mots. 30 On avait dit minutes. deux mots. On réagissez avait pourquoi dit deux mots. On avait dit deux Et mots. quand vous Réagissez avez pourquoi adhéré à une idéologie, c'est-à-dire à une vision de Vous gouvernance, ne connaissez pas l'idéologie. vous la Vous défendez. ne connaissez même Par pas la la définition suite, de l'idéologie. je vais pas- C'est pas ça l'idéologie, c'est un concept. Si par la l'idéologie. suite, Une idéologie, c'est un concept, monsieur. On paie les millions. Merci, messieurs. Résoudre le Merci, problème de merci, citoyens, c'est messieurs. une chose. Vous ne connaissez pas l'idéologie. Vous sortir. Vous ne connaissez pas l'idéologie, Oui. monsieur. C'est un concept d'idéologie. Ce n'est rien d'autre qu'un On prend concept. la transition. On prend la C'est comme le transition. communisme, On prend la qui transition. est un concept. Élection Alors que j'allais présidentielle dire deux du choses. 7 octobre prochain avec la liste des 9 sous réserve du vous connaissez contentieux rien du préélectoral. Armand Ocol, on va commencer par vous, messieurs. On parle d'autre chose à présent. Armand Ocol, on commence par vous avec le décryptage de la liste des 9. Quel est le poids politique des 8 candidats qui seront face à Paul Biya? J'ai entendu tout à l'heure sur ce plateau par quelqu'un qui proclame être un homme de science dire que le candidat du parti Univers, 38 ans d'âge, est un poids plume. Encore qu'on parle des 8 candidats, Je ne pas d'un en me sens particulier. pas du tout offusqué, je ne me sens pas outré du tout. Mais je rappelle que ce poids plume, qui n'a pas amassé une fortune, a mis sa vie en danger, a fait le tour du Cameroun 3 fois de suite, a failli perdre sa vie il y a moins de 2 mois à Batibo parce qu'il est parti discuter avec des Camerounais, a réussi au moment où cette émission se tient à installer au Cameroun, sans les prados du pouvoir, sans être dans la sécurité du pouvoir, a réussi à installer 280 coordinations communales, a réussi à installer Armand Ocol, c'est en pleine 46 campagne coordinations départementales. Vous avez demandé quel est le Des poids. 8, non, des 8 candidats, pas d'un en Je particulier. commence d'un et je vais parler des autres, soyez-en rassurés. A réussi à installer 10 coordinations régionales, a réussi à installer 24 coordinations dans la diaspora. Je rappelle que ce poids plume s'est adressé aux Camerounais pour leur dire, vous m'avez soutenu, vous m'avez accompagné. Mettons-nous ensemble pour payer la caution. Et que 3 jours avant la fermeture du dépôt de candidature, il avait 10 000 francs et que pendant 2 jours, les Camerounais ont réussi à mobiliser 24 millions, ce qui a fait 34 millions le montant de ces contributions des Camerounais. Inédit dans notre pays. Donc, il Mais passe l'eau. ça, c'est l'acte d'un poids plume. Je rappelle que ce poids plume a déposé une candidature qui est passée comme lettre à la poste parce que le juriste de haut vol qu'il est, reconnu par le Cameroun et l'international, pour être un consultant de notoriété, et c'est connu, y compris par vous, qui depuis 10 ans est présent dans les ménages, présent dans les mentalités des Camerounais, eh bien, ce juriste de haut vol, avec un autre juriste de haut vol qui s'appelle le professeur Nkoumvono, ont monté un dossier béton, l'ont déposé à Ilekam, et ce dossier est passé sans anicroche parce qu'il était béton. Je rappelle que sur 25 millions de Camerounais, ce poids plume fait partie de la short list des 9 qui prétend, qui ambitionne gérer ce pays et qu'il est adoubé du nord au sud et de l'est à l'ouest. Je ne sais pas si dans votre quartier vous êtes connu. Merci Armand Lui, il Ocol. est connu. Alors, je réponds simplement aux autres, pour les autres Oui. candidatures et en 2 mots. Écoutez, là, on va vers une élection à enjeu. Il faut être sincère, ce n'est pas parce que les autres sont les adversaires. J'ai du respect pour le MRC. J'ai du respect pour le SDF. J'ai du respect pour le candidat Akeremouna. J'ai du respect pour Serge Espoir Matomba. J'ai du respect pour Franklin. Il y a un pour qui je n'ai pas de respect. Celui qui n'a que du mépris pour les Camerounais. Maître Et Sabi. c'est fort de cela, Léla, je vais vous montrer les documents, que Cabral Libi
comme il l'a si bien dit le jour a écrit aux autres candidats de l'opposition pour leur demander de se mettre ensemble et pour coaliser les forces parce que nous avons là une chance unique. On aura l'occasion de parler de cette coalition. Maître Tsapi, parlons justement de la qualité des hommes, des six nouveaux visages de l'opposition. Donc on va laisser de côté Gargaman et puis Adamo Ndamjoya. Donc parlons de cette qualité des concurrents politiques, mais aussi des Camerounais qui retrouvent peu à peu le goût à la chose politique. Est-ce qu'on peut s'attendre à des surprises au soir du 7 octobre? Oui, on peut s'attendre à des surprises. La première surprise à laquelle le SDF s'est annoncé, c'était déjà au niveau du candidat. Depuis 1992, les militants, la population camerounaise avait l'habitude de voir la figure de John Frundi. Alors pour cette élection de 2018, le SDF a innové et a fait confiance aux jeunes. Parce que le SDF, c'est un parti qui est à l'écoute du peuple. Et le candidat Joshua aussi, que nous avons présenté, est une nouveauté pour notre pays. C'est un candidat qui est jeune. Tout comme les 5 autres. C'est un monsieur qui est beau. C'est un monsieur qui est intelligent. Vous avez une femme pour c'est un monsieur, vous savez, en 82, quand Paul Biya prend le pouvoir, on dit qu'il est jeune et beau. Joshua aussi est jeune et beau. Et ensuite, il est intelligent. Il est expérimenté politiquement en tant que vice-président de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Donc nous avons commencé par innover en présentant un candidat jeune, un candidat autre que celui que nous présentions avant. Premier espoir pour le peuple camerounais. Deuxième espoir pour le peuple camerounais. On parle des six nouveaux visages dans l'ensemble. Oui. Je ne veux pas être maître. Non, moi je parle de mon candidat. Sauf que vous connaissez la loi. Vous connaissez la loi camerounaise. On n'est pas encore en période de campagne. Et nous, on peut être frappé. On peut être frappé. On est en pré-campagne. On n'est pas encore en campagne. Nous, on peut être frappé par le Conseil national de la communication, ce que personne ne voudrait. Donc, on parle. Oui, mais quand les autres parlent de leur candidat, vous les laissez parler. J'ai dit la même chose à Amokol. Amokol qui est journaliste et qui le sait pertinemment. Je voudrais dire que Joshua aussi porte un espoir que le peuple attendait. Et ensuite, le programme politique qui soutient Joshua aussi est soutenu par le SDF, un parti politique qui a eu le mérite de se battre pour l'introduction de la démocratie au Cameroun. Personne ne niera au SDF cet exploit d'avoir en 1990 forcé la main au régime au prix du sang de ces militants qui a été versé. Et les autres alors et les autres nouveaux visages, pour porter la démocratie dans notre pays. Et les autres nouveaux visages. Je souhaite tout simplement que les autres candidats puissent se joindre au SDF pour que nous puissions former une coalition. Parce que le SDF aujourd'hui, ce n'est pas par hasard que dans le contexte électoral aussi difficile que nous connaissons, que le SDF soit le leader de l'opposition. Ça veut dire que c'est un parti qui est assis depuis 1990. Le président national du SDF, John Frundi, a eu à faire plus de 30 fois le tour du Cameroun et a installé le SDF jusque dans le subconscient des plus lointaines populations dans les villages. Les vieilles mamans connaissent le SDF et je pense que cela va permettre à ce que 2018 soit de l'espoir. Par contre, Maître Tsapi et Armand Okol, je vous en conjure, c'est une prière. Nous ne sommes pas encore en campagne. Sinon, je serai obligé de ne plus mettre les thèmes politiques à cette émission. Je vous en conjure, Maître Tsapi et Armand Okol, je vous en prie. On parle des 6 nouveaux visages de l'opposition. Allez-y, Maître Tsapi, vous terminez avec. Bien, les six nouveaux visages de l'opposition, cela constitue, à proprement parler, pas quelque chose de nouveau, puisque en 2011, on a eu d'autres candidats de l'opposition, on a eu des gens qui étaient venus pour la première fois, et on a eu Kawala, on a eu beaucoup d'autres personnes qui sont venues pour la première fois et qui par la suite ne se sont plus présentées. Donc, en 2018, c'est une autre vague de nouveaux candidats qui arrivent. Moi, je pense que parmi ces 6 nouveaux candidats, il y a un qui mérite de retenir l'attention. C'est Joshua aussi, le candidat du SDF. Il faudrait que les Camerounais
Maître Lavoisier Tchapi. jette le regard sur le candidat. Célestin, Maître Oui. Lavoisier Tchapi, vous êtes vraiment difficile. Célestin Diamène, défaut d'implantation sur tout le territoire national, incapacité de l'opposition à se réunir, code électoral décrié par tous les partis politiques de l'opposition. Quelles sont véritablement les chances de l'opposition à cette élection? Est-ce que les partis politiques de l'opposition n'y vont pas que pour être premiers de l'opposition, ou alors est-ce qu'ils ne sont pas simplement en train de se préparer pour 2025? D'abord, Leïla, je vais être très discipliné. Merci. Et Je vous en remercie. Observez vos recommandations. Parce que la MRC n'est pas dans la panique. Le moment viendra où on va dérouler nos campagnes. Notre campagne électorale sur les différents leviers que j'ai cités en préambule, c'est-à-dire les centres de métier, la recherche, les contrats de performance. Merci Célestin Diamène de le comprendre. Maintenant, je pense que mes oreilles ont presque sifflé tout à l'heure quand j'ai entendu que le SIF a introduit la démocratie. J'avais cru comprendre que le multipartisme, peut-être, mais on n'est pas en démocratie au Cameroun. Donc c'est une... Je suis halluciné, stupéfait d'entendre un avocat donc dire que le SIF a introduit la démocratie. On n'est pas en démocratie. Nous sommes dans la construction demain d'une véritable démocratie. Et le MRC y prêtera tout son effort. Maintenant, sur le nouveau visage, je pense que, et sur effectivement le fait que certains partis d'opposition cherchent simplement un statut, un positionnement, être le premier parti d'opposition. Aujourd'hui, au Cameroun, la préoccupation fondamentale du peuple, c'est quoi? C'est que le problème quotidien soit résolu. Et puis par ailleurs, un parti politique normal, lucide, ne cherche pas à être un premier parti de l'opposition. On doit conquérir le pouvoir. C'est notre recommandation, notre obligation, même je dirais même juridique, parce que quand on immatricule un parti, le parti politique est à la recherche du pouvoir. Maintenant, voir qu'il y a des gens qui font fi du code électoral. Et je voudrais dire sur ce point que quand on participe à une élection, c'est pas qu'on cautionne un système électoral, c'est pas qu'on cautionne un régime. C'est pas qu'on dit que coûte, il faut absolument que l'opposition gagne. Si le candidat sortant, par miracle, venait à avoir, à travers les PV authentiques, des résultats qui le mettent au-dessus, en tant que républicains et démocrates, on va s'incliner. On va s'incliner, parce que nous sommes républicains, au MRC. Maintenant, je dis que c'est pas parce qu'on va parler de ce mauvais code, de ce code inique, qui ne mérite même pas qu'on s'y attarde plus que ça. Parce qu'en vérité, il est taillé sur mesure pour un parti et pour un homme. Qu'on va boycotter les élections. On saisit précisément l'occasion de prendre part à cette tribune qu'est l'élection présidentielle, qui est quand même l'événement le plus marquant d'une nation, pour prendre à témoin les électeurs et les interpeller sur leur vigilance jusqu'au jour du vote. Parce que la loi dit que le dépouillement est public. Donc vous devrez, puisque la loi nous le permet, à 18 h, selon le décret du président de la République, les bureaux de vote ferment à 18 h, être là pour assister au dépouillement. Il y a un tableau noir, hein? Les résultats sont connus. Donc on doit savoir à 18 h qui est vainqueur dans ce pays. On n'attendra pas 15 jours. Et le combat de l'opposition, Léla, ce n'est pas de me battre contre le SIF ou 11 millions ou l'UDC. Non, c'est un débat d'arrière-garde. Aujourd'hui, les Camerounais veulent l'alternance. Et je pense aujourd'hui que le candidat que je soutiens est le mieux de fait. Mais celui qui gagne, les Camerounais ont le sentiment, historiquement, d'avoir pu, pour la première fois, n'est-ce pas, briser le signe indien et accéder justement à ce changement à la tête de l'État. Mais pour l'instant, on n'a pas à se tirer dessus entre partis politiques. C'est une imbécilité totale. On reparlera Notre justement combat, de ces tirs en quelques c'est de secondes. soumettre aux citoyens nos différents projets. Tout Décryptage des neufs avec le docteur Bouguin. Oui, permettez-moi de dire que la présidentialité se construit pendant un septennat. C'est-à-dire que quand on commence le précédent septennat, il faut commencer à construire sa présidentialité. Ce n'est pas en année électorale qu'on se découvre une vocation de candidat. Et on en arrive donc à traiter certains des candidats d'aventuriers politiques. Vous comprenez? Et cela brouille notre environnement politique, cela brouille le décryptage des électeurs.
ils ne comprennent goutte à ce qui se passe. Je voudrais dire qu'il y a un candidat, poids super lourd, qui a déjà gagné les élections compte tenu de ce qu'on voit sur le terrain, l'implantation, les ressources humaines, les ressources financières, les ressources matérielles et la présidentialité, qui a déjà gagné. Maintenant, après lui, il y a quelques candidats qui, on peut dire, sont assez sérieux, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi des candidats alimentaires qui font l'aventure parce qu'ils calculent qu'on va leur donner l'argent de campagne. Et c'est là où je voudrais interpeller... Parmi les 8 de l'opposition, docteur... Oui, bien sûr, parmi les 8. Il y en a là qui sont venus parce qu'ils font des calculs mathématiques. Je crois que ce sont des personnes... 30 millions moins ceci, ça donne cela. Je voudrais Docteur dire Mbougué, que... je crois que ce sont des gens quand même qui ont des situations, qui ont des emplois décents. Non, ne pensez pas ça. Je voudrais pas descendre en dessous de la ceinture, mais croyez-moi, je voudrais demander à l'administration camerounaise de bien vouloir réfléchir sur cette affaire de financement public de la campagne. Il faut financer la campagne de telle sorte que cela ne rembourse pas la caution. Pour qu'il y ait des pleurs et des grincements de dents le 7 octobre au soir. Il y a une loi qui réglemente ce financement. Si les gens, oui, ce que je voudrais dire. Ce que je voudrais dire. La loi, parce qu'on veut léser. Non, comprenez ce que je dis. La loi ne fixe pas le montant. La loi fixe le montant. Les critères sont connus. Les critères sont connus, mais la cagnotte à partager. Oui. Comme vous avez tous les hommes d'affaires chez vous. Maître Tsapi, ne me coupez pas mon temps de parole. Je vous en prie. Parce que vous plaidez pour qu'on ne donne pas l'argent de campagne à certains candidats, dont mon candidat. Et je dois réagir. Non, votre candidat est très riche, votre parti est très riche. Vous n'avez pas à vous plaindre. Laissez les autres se plaindre. Ce que je voulais dire, madame, c'est qu'il faudrait qu'au Cameroun, dans mon pays, j'ai eu la chance de vivre dans un autre pays où on faisait de la politique quelque chose de très sérieux. Il ne faut pas que des aventuriers investissent la scène politique pour brouiller le jeu politique. Et à environ... Je vous rappelle quand même qu'en 2011, on avait 23. Mais c'était encore une erreur. C'était une incongruité, c'était quelque chose de pas sérieux. Mais je voudrais sortir en disant que, quel que soit X ou lambda, prenez comme vous voulez, je vous assure, interrogez tous les experts de ce monde, ils vous diront que les dés sont déjà jetés sur la table, tel qu'on voit l'opposition se comporter, tel qu'on regarde les forces en présence. Il y a déjà un vainqueur, et le vainqueur s'appelle... Armand Ocol, j'aimerais avec vous qu'on parle des recours déposés devant le Conseil constitutionnel. Combien de ces recours ont des chances d'aboutir? Entre autres recours, certains pensent que la candidature de Paul Biya devrait simplement être invalidée, d'autres n'avaient pas le certificat de versement de leur caution, d'autres encore n'ont pas pu obtenir les 300 signatures requises pour les candidats indépendants. À votre avis, combien de ces recours peuvent aboutir? Écoutez, je suis quelqu'un de très avare en compliments. J'ai pratiquement jamais eu des mots tendres à l'adresse de l'ILECAM. Mais pour le peu que je sache, pour le peu que j'ai investigué, pour ce qui concerne l'examen des candidatures, écoutez, l'ILECAM a fait un travail sérieux. Il faut le dire, il faut le reconnaître. C'était sérieux. Aucune candidature n'a été invalidée de manière fantaisiste. Et aucune candidature n'a été validée de manière fantaisiste. Vous avez là, parmi plusieurs dossiers introduits, des personnes qui n'ont pas déposé la caution. Vous avez parmi les dossiers qui ont été introduits, des personnes qui n'ont pas pu réunir les 300 signatures alors que leur dossier de candidature n'avait pas la mention des formations politiques en question. Je ne veux pas lire dans les boules du cristal. Bien heureux, ceux qui auront la possibilité d'être repêchés, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. J'estime pour ma part que tous ceux qui ont des dossiers de qualité, d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'ils ne feraient pas comme le candidat du parti Univers, qui a pris les Camerounais à témoin
en publiant pièce par pièce les éléments constitutifs de son dossier. Vous êtes Moi, j'ai envie de difficilement dire... Non, non, je suis plus en campagne. Là, je ne peux plus faire de campagne. J'ai respecté, il me semble, scrupuleusement les instructions. Je ne parle plus. Vous me demandez, vous me posez la question sur les recours qui ont été déposés. Je dis donc que ceux-là, pour prendre les Camerounais à témoin, pour dire, écoutez, on invalide à tort ma candidature, voici les pièces que j'ai versées au dossier, sur la base de quoi ma candidature peut être rejetée. Je prenais simplement un exemple et je donnais une orientation. Mais je dis, pour sortir en 30 secondes, je ne ferai pas une insulte à un enseignant, mais au sortir de cette émission, je souhaite qu'il vous demande la bande. Et lorsqu'il va se rendre compte de l'euphorie, et lorsqu'il va se rendre compte du niveau de langue bas qui est le sien, il comprendra qu'il est venu beaucoup plus pour l'invective que pour faire le débat. Restons dans la présidentielle. Mais là n'est pas un problème, en vérité. C'est tout à fait normal qu'un monsieur qui est resté pendant très longtemps dans un parti-État réfléchisse comme vous réfléchissez. Mais sachez une chose, les temps changent, les mentalités évoluent, les aspirations deviennent plus sérieuses. Passé ce moment où, quand on va à une élection, le vainqueur est déjà connu. Et je vous le dis, les générations futures, dans 100 ans, on parlera de l'élection de cette année-ci, parce que quels que soient les cas, les lignes auront bougé et quelque chose se sera fait. Continuons à parler. Allez-y, Célestin. Oui, je voulais quand même qu'on sache que Elekam peut avoir fait les efforts qu'il veut, mais il faut comprendre que l'arbre ne doit pas cacher la forêt. On sait bien que Elekam est tout sauf indépendant. Ce n'est pas un fait du hasard. Que depuis sa création en 2012, les différents occupants de cette fonction de président de l'ECAM sont des très proches du chef de l'État. Ils sont même des membres du RDPC. Donc il faut éviter l'euphorie de penser qu'une simple validation de candidature augure de l'indépendance de l'ECAM. C'est faux et archi faux. Je voudrais rajouter que aujourd'hui, le vrai débat, ce n'est pas la validation de candidature, parce qu'en vérité, ceux qu'on a éliminés, pour la plupart, grosso modo, même s'il y a un cas particulier pour Olivier Billet, parce qu'en vérité, il prétend être arrivé, je crois, à 23 heures, alors que c'est à vérifier. Les trésors étaient censés fermer une heure. Permettez. Le trésor était censé fermer une heure plus tard, donc ce n'est pas sa faute. Si effectivement le recours de 10 jours prescrit dans les textes et que doit observer le Conseil constitutionnel, examine de manière véritable et sérieuse son dossier, je crois que Olivier Billet peut être réhabilité. Dans ce cas-là, je crois que dans 10 jours, on le saura. Et maintenant, ce qui est important, c'est qu'une fois que ce débat est clos des candidatures, il faut que chacun comprenne qu'il n'y a pas un parti qu'on appelle opposition. Je ne crois pas que non plus que la coalition aura lieu. Parce que souvenez-vous, c'est un faux débat, c'est une distraction. En 92, il y avait un candidat, Nidjon Frondi, qui n'était pas le seul candidat de l'opposition. Je rappelle pour ceux qui nous regardent que Bello Bouba, un ténor de l'époque, de l'opposition de l'époque, était candidat. Adamou Damdua était candidat. Jean-Charles Kendi était candidat. Et Maotou était candidat. Et puis il y avait de l'autre côté l'Union pour le changement, autour duquel il y avait une coalition de petits partis qui ont soutenu le président Nidjon Frouni avec pour directeur de campagne M. Mbieleux. Donc, on a gagné pourtant sans coalition. Donc, ce qui est important, autour du SDF. il y avait une série de partis. Il y avait des partis. C'est quand même grave. C'est un tout petit peu grave ce que Célestin Djamena est en train de dire sur ce plateau. Et je vais vous dire pourquoi c'est grave. Je vais terminer. Je vais vous dire pourquoi c'est grave. En 30 secondes seulement. Laisse-moi finir, tu vas riposter. Je veux dire qu'il faut éviter les fausses pistes. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est de comprendre que sur les 9 candidats, le candidat sortant, M. Paul Biya, est le plus impopulaire. Dans quelle compétition, non, jamais. Permettez, dans quelle compétition le plus impopulaire peut être premier, même s'il n'y a qu'un seul tour? Dites-moi dans quelle compétition. Par conséquent, je considère qu'il faut que les candidats se concentrent sur la soumission de leur projet au Camerounais et qu'on en débatte. En une minute, maintenant, chaque invité a une minute pour... oui, je pense parce qu'on est arrivé au thème de l'émission. Vous aurez l'occasion, Marco. La sélection par le Conseil électoral des candidats
à la présidentielle ne crédibilise pas cette institution, première chose. Deuxième chose, le Conseil constitutionnel aura la tâche facile. Très facile parce que, vous savez, il y a une loi qui réglemente la confection et le dépôt des dossiers. Il faudra que les candidats qui ont saisi le Conseil constitutionnel puissent justifier qu'au moment où ils déposent le dossier, les griefs que Elections Cameroun leur fait ne sont pas fondés. Tout simplement. S'ils réussissent à le prouver, peut-être qu'ils pourront être réhabilités. Et s'ils ne le prouvent pas, ils ne seront pas réhabilités. Tous ces recours vont échouer. Et je voudrais dire que, pour confirmer ce que le camarade Diamène dit, Elections Cameroun... Oui, enfin, camarades de l'opposition, on est tous de l'opposition. Merci de le Donc, reconnaître. maintenant, Elections Cameroun ne se limite pas au Conseil électoral. Elections Cameroun a des démembrements territoriaux. Et ce sont ces démembrements-là qui organisent les élections. Lorsque vous vous rendez compte que l'ancien directeur général de l'ECAM, qui a été démis, avait instruit ces démembrements territoriaux, de ce que pour l'élection présidentielle qui arrive là, le choix des présidents de bureau de vote doit tenir compte de la sympathie ou du militantisme de ces personnes vis-à-vis du RDPC. Vous comprenez que c'est des choses extrêmement graves. Et c'est des documents que nous avons, que nous entendons exploiter le moment venu pour faire comprendre que l'élection, le candidat, M. Paul Biya, qui a plongé le Cameroun dans la misère, dont le parti ne vend que les mensonges, les détournements de fonds. Regardez combien ils sont en prison. Allez-y. Regardez combien ils sont en prison. Cette élection-là, il ne faudrait pas que nous puissions, que le RDPC puisse à nouveau prendre les Camerounais en otage, parce que les Camerounais ne sont plus libres à accepter d'être pris en otage. Allez-y, Amokol. Que cela soit clair, le fait de dire que l'ECAM a travaillé sans fantaisie pour les dossiers de candidature ne veut pas dire que je l'ai signé un chèque en blanc. Mais loin s'en faut. Mais quand il y a quand même un début de choses bien faites, il faut avoir la lucidité de le reconnaître. Tout à l'heure, je disais qu'est-ce que c'est le Saint-Germain dit est grave parce que je vais vous donner une exclusivité STV. Cabral et Camto se sont parlé hier. Pas au téléphone. Ils se sont rencontrés. Sur la base de cette lettre que Cabral Libi a envoyée aux 7 autres candidats de l'opposition, je vous lis juste ce petit paragraphe. Il les appelle à une table de discussion et il leur dit « Cette rencontre nous permettra de discuter et de convenir de façon démocratique et consensuelle des modalités de désignation d'une candidature de l'opposition autour de laquelle nous construirons une coalition élargie à d'autres forces politiques. Ce sera de plus le lieu d'élaborer ensemble une stratégie de surveillance commune de vote. » Donc, en fait, à partir de ce paragraphe, vous avez au moins 2... Célestin. Soit nous sommes tous orientés vers le même objectif de la coalition, parce que nous voulons renverser le candidat d'en face. Soit, écoutez, là vous êtes en train de m'empêcher de parler. Tout à l'heure vous m'avez demandé de ne pas... Non, vous m'avez demandé, Célestin, la critique est aisée, l'art est difficile. Tout à l'heure vous m'avez demandé de vous laisser votre tour de parole. Vous aurez... La critique est aisée, l'art est difficile. Rapidement, messieurs, mais là vous avez effectivement sur ce plateau, et c'est ce qui nous embête le plus. Et c'est la raison pour laquelle je pense que la coalition, jusqu'ici, peine. Vous ne pouvez pas vouloir vous réunir avec des gens pour créer une coalition. Et vous avez déjà l'objet de la coalition, à savoir que on se rallie à vous. Comme le représentant du SDF l'a dit. Vous ne pouvez pas faire une coalition avec un leader qui dit une chose, alors que les militants disent autre chose. Chez nous, nous sommes constants, nous sommes sérieux. Depuis 1 an, nous disons la même chose. Donc on sort. Il y a 2 niveaux de coalition possibles. Le premier niveau de coalition, c'est que les candidats se mettent ensemble, trouvent des éléments communs, trouvent des dénominateurs communs et des points de vue convergents et décident de se mettre ensemble et de faire passer un seul candidat parmi eux. Le deuxième niveau, et je termine par là, c'est qu'ils se mettent ensemble, chacun présente sa candidature, mais au moins ils mutualisent les forces pour le contrôle des votes. Mais vraisemblablement, nous sommes face à des murs. Cette lettre ne contredit en rien ce que j'ai dit.
J'ai dit sur ce plateau que la coalition n'est pas indispensable. Pour l'illustrer, j'ai pris l'exemple de 92 que le professeur Camto a lui-même cité il y a 4 mois. Maintenant, ce qui est important dans ce courrier, c'est le contrôle et la surveillance du vote. C'est indispensable. Donc on sort de l'émission. On l'a toujours On sort dit. de l'émission. La coalition n'est pas un projet de société. On sort de l'émission en retenant justement que les discussions restent dans le ouvertes. bureau de vote. Allez-y, en quelques secondes, on sort de l'émission. Oui, On a- c'est ce que je voudrais dire. Vous avez parlé de la neutralité de l'ECAM. En quelques secondes, on est arrivé au thème de l'émission. Oui, c'est que les membres de l'ECAM qui ont été nommés, il leur appartient d'être neutres. Une fois que vous avez été nommé, c'est le cas dans tous les pays, ce sont les nationaux qu'on nomme. Et ces nationaux Vous savez la symbolique de la nomination. Sont soit militants, Vous connaissez la symbolique de la nomination. Notre soit invitation. sympathisants des partis. Merci, docteur. Et ce serait un problème systémique s'ils ne peuvent pas être nommés. Merci, docteur, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, maître Tsapi, d'être venu. Juste une petite question pour sortir. On parle justement de cet audio où on entend la voix de Joshua aussi. Est-ce que c'est bien Joshua aussi qui dénigre, entre guillemets, le professeur Camto? C'est bien Joshua aussi s'est exprimé là-dessus. Il s'agit d'un grossier montage. Ah, il s'agit d'un grossier montage. Ce n'est pas la voix de Joshua aussi. Merci, maître Tsapi, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Armand Ocol. Merci également à vous, Célestin Jamen. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'émission est rediffusée demain, lundi, lorsqu'il sera 13h30. Toutes nos excuses, parce que ça allait quand même dans tous les sens. On se retrouve dimanche prochain sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bon dimanche à tous. On se déchire parfois. Oui. STV, votre télé.